Messieurs, dames, bonsoir. Je suis ravie, extrêmement ravie de vous recevoir ce soir à l'Artistique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Artistique est un lieu culturel municipal présentant la collection Donation Ferrero dans ses espaces d'exposition. Et nous avons également ce magnifique auditorium où nous proposons des conférences, du théâtre, de la musique, enfin toutes sortes d'expressions artistiques. Et ce soir, je suis particulièrement ravie parce que nous touchons vraiment notre cœur de cible et plus largement d'autres thèmes qui nous sont chers comme l'environnement. Donc ce soir, nous allons parler de la Révolution bleue d'Yves Klein à Antoine de Saint-Exupéry. Et je suis ravie, au nom de Christian Estrosi, bien représenté ce soir par Véronique Boré, Robert Roux, nos adjoints au maire, et Martine Grimaldi qui représente Robert Chemla. Donc nos élus sont présents pour soutenir cette cause et pour aussi montrer leur enthousiasme vis-à-vis de ces thèmes à la fois culturels et à la fois environnementaux. Donc moi je vais passer aujourd'hui, ce soir, la parole à Jean-Pierre Gou, qui va vous expliquer le propos et introduire cette soirée. Puis j'espère que vous allez passer une excellente soirée. Peut-être un peu longue, mais en tout cas bien riche, pas forcément longue, mais très riche. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Merci. La dernière fois que je suis venu à l'Artistique, c'était il y a 40 ans pour un concours de piano donc, qui avait lieu ici. Madeleine de Valmanette les faisait passer. Et ce n'était pas un souvenir très glorieux. Donc j'espère qu'on passera une meilleure soirée ce soir. Donc je voudrais à mon tour remercier la mairie et Christian Estrosi d'avoir accepté que cette soirée soit sous son haut patronage. Je voudrais remercier Véronique Boré et tous les autres représentants de la mairie, en particulier Bruno Roux qui représente la culture, pour voilà, être là ce soir parce qu'on va essayer de tisser des liens autour de l'écologie et autour de deux figures niçoises qu'on n'attend pas nécessairement sur l'écologie, qui sont Yves Klein et Antoine de Saint-Exupéry, et qui sont deux figures centrales dans le premier tome de mon roman qui s'appelle La Petite Princesse. C'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Révolution bleue, et qui est sous l'inspiration à la fois de ces deux personnages et aussi de la ville de Nice. Donc on va dévoiler tout ça ce soir, et je remercie aussi l'Artistique, et en particulier Emmanuel, et aussi Claire et Franck, et toutes les personnes qui ont aidé ce soir. Je remercie aussi Géraldine et Anne d'avoir aidé sur la partie média. Et ce soir, j'ai l'honneur pour honorer à la fois la ville et honorer Yves Klein et Antoine de Saint-Exupéry d'avoir deux invités prestigieux. Donc tout d'abord Hélène Guenin, qui est la directrice du MAMAC, le musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Nice, musée qui est hautement sous le signe d'Yves Klein, on aura largement le temps d'y revenir. Et puis Olivier Daguet, qui est le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est à la tête de la succession Saint-Exupéry-Daguet, et aussi à la tête de la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Ça a été vraiment une rencontre formidable dans ma vie. Je vous raconterai à la fin de la conférence les circonstances de cette rencontre. Olivier a aussi écrit la préface de la Petite Princesse, et on vous expliquera tout ça. Voilà. Donc on va à peu près passer 1h20 ensemble à échanger. Et puis après, on laissera un temps à la salle pour des questions. Et puis après, il y aura un temps de dédicace. Il y a la librairie Jean Jaurès qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Et vous pourrez acheter le livre et avoir des dédicaces. Il faudra qu'on libère à peu près la salle vers 21h15. Voilà pour le programme de la soirée. Alors, Hélène, on va commencer avec vous. Donc, vous êtes directrice du MAMAC depuis 2016. Auparavant, vous étiez au Centre Pompidou de Metz. Et moi, j'aurais rêvé en fait que cette soirée se fasse ce soir au MAMAC, mais on n'est pas au MAMAC. Pourquoi ? Dites-nous un petit peu. Alors, ça n'a rien à voir avec moi, elle va vous expliquer. Pour d'excellentes raisons, qui sont, on va dire, la mue du MAMAC, voilà, pour pouvoir faire face à l'avenir, et notamment au changement climatique à venir, et parce que le MAMAC va s'inscrire dans une sorte de grand poumon vert. C'est le projet de la mairie, et notamment de Christian Estrosi, de venir faire une sorte de grande promenade qui va du bord de mer, qui est déjà existante et qui s'arrêtait au pied du musée, et qui va se poursuivre sur 8 hectares supplémentaires pour créer ce grand poumon en cœur de ville et avoir un musée qui va venir
comme un phare culturel au cœur de ce poumon. Donc le musée est fermé, mais le musée est bien vivant et bien actif. Alors, on va en parler, mais donc les travaux ont débuté, vous avez fermé le 8 janvier, c'est ça Nous avons fermé début janvier, effectivement, pour une période de 4 ans, qui est le temps nécessaire à cette rénovation en profondeur. Voilà, donc 2028, vous serez pile à l'heure pour célébrer les 100 ans de la naissance d'Yves Klein. Donc voilà, c'est très bien, on reprendra date à ce moment-là. Donc le musée est fermé, donc il est en travaux, en transformation. Donc ici, vous avez une vision de cette nouvelle coulée verte qui va sur toute la promenade du Paillon et qui va aller jusqu'à l'actuel Palais des Expositions, avec tout un tas d'innovations justement pour le changement climatique qui seront annoncées dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et alors, que devient le MAMAC pendant cette période de travaux? Écoutez, on a rejoint le club qui commence à être un peu élargi des musées français qui ferment pour rénovation. Ça va bientôt être le cas aussi du Centre Pompidou après les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on arrive à un moment de l'histoire des institutions qui nécessite cette mue pour faire face à l'avenir. Mais ce qu'on avait envie de porter avec l'équipe, c'est le fait, et la ville, c'est le fait qu'un musée, bien sûr, c'est un lieu, mais c'est aussi un état d'esprit, c'est des collections. Et donc ce MAMAC, on va le réinventer en mode nomade sur les prochaines années, avec pas mal de projets qui commencent déjà à se déployer, avec ce qu'on a appelé nos MAMAC près de chez vous, qui seront des occasions pour les Niçoises, les Niçois, les habitants de la région, de retrouver les œuvres phares de la collection, mais aussi des inédits, parce qu'on se permet aussi de réserver des surprises. On profite de cette période pour restaurer, c'est le mot plus juste, des œuvres majeures qui vont pouvoir être à nouveau partagées avec le public. Et donc, on a un certain nombre de projets qui vont commencer dès cette année. Mi-juin, on a un grand projet avec les musées, la Réunion des musées nationaux et le musée Fernand Léger, à Biot, avec 70 œuvres qui sont prêtées. Dont des œuvres majeures du MAMAC, une œuvre de Niki de Saint-Phal qui a été restaurée pour l'occasion, qui n'a pas été montrée depuis 15 ans. Donc c'est vraiment aussi des redécouvertes. Il y aura à la rentrée aussi un clin d'œil à Yves Klein, puisque au musée Matisse, dans le cadre du réaccrochage des collections, on est en train de travailler avec le conservateur du musée Matisse sur des contrepoints de Klein qui vont se glisser dans le parcours de Matisse et qui vont finalement rassembler 2 grandes signatures de Nice, ce qui n'aurait pas été possible en temps normal. Très bien. Donc, j'expliquerai tout à l'heure mon lien très particulier au MAMAC et comment j'y ai découvert Yves Klein. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra voir à partir de à peu près quel mois Alors, dès cet été, nous avons quelques Kleins qui sont prêtés au musée Fernand Léger et puis à partir de mi-octobre au musée Matisse. Je vais les pister. Très bien. Donc, on parlera plus en détail d'Yves Klein avec Hélène un petit peu plus tard, mais je voulais parler avec Olivier d'un lien que peu de Niçois connaissent. Est-ce que vous saviez que Antoine de Saint-Exupéry avait vécu à Nice? Qui le savait? Lève la main dans la salle. Oui. Voilà. Non, mais grâce à moi. J'ai une majorité. Hein. Voilà. Donc, c'était aussi... un des intérêts de la littérature, c'était de faire apprendre des choses aux gens de leur ville même. Et donc, on va parler des liens qui réunissent Antoine de Saint-Exupéry et la ville de Nice. Alors, cette photo, elle a été prise il y a à peu près 5 ans. Vous l'aviez certainement vu, les Niçois, donc à Roba-Capéou. Le I Love Nice avait été customisé avec le Petit Prince, mais vous ne savez peut-être pas pourquoi. Donc, on va vous dire pourquoi. Alors... Antoine de Saint-Exupéry a vécu ici en 1931 pendant 1 an avec celle qui allait devenir son épouse Consuelo. Et là, vous avez des photos qui datent de cette époque. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque pour Antoine de Saint-Exupéry? Est-ce que c'était une époque... Là, il y a quelques mots qu'on a pris des mémoires de Consuelo, où il disait que c'était les jours les plus beaux et les plus faux de notre vie. Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à Nice, ou est-ce que c'était effectivement des belles années pour Antoine de Saint-Exupéry? Alors déjà, il faut dire que... Bonsoir. Il faut dire que Christian Estrosi est un amoureux du Petit Prince et d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est pas pour rien qu'on a fêté les 75 ans du Petit Prince ici,
qu'on a rebaptisé la salle des mariages de la mairie de Nice, Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry, en 2021 à l'occasion de la sortie des correspondances amoureuses du couple. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a un environnement à Nice presque familial autour de Saint-Ex. Il faut savoir aussi que Saint-Ex venait sur la côte parce que sa sœur, ma grand-mère, habitait pas très loin, à 1 heure, à Aguet, sur la commune de Saint-Raphaël. Donc il avait l'habitude de venir ici visiter sa sœur et son beau-frère. Et puis, l'histoire a voulu qu'en Argentine, à Buenos Aires, alors qu'il était directeur de l'Aeroposta Argentina pour l'Aéropostale, il rencontre cette personne, Consuelo, voilà, dont il va tomber amoureux. Et Consuelo est la veuve d'un grand écrivain, Gómez Carrillo, qui était ambassadeur d'Argentine en France et qui a une maison à Nice qui s'appelle El Mirador. Alors voilà une et faute. la voilà. On y était cet après-midi. Alors je ne sais pas si la propriétaire Marcella est là. Marcella voilà. est là. Hola Marcella. Voilà, donc on remercie Mélanie d'avoir organisé ça et Marcella de nous avoir accueillis. Donc Marcella habite depuis 50 ans dans cette maison magnifique qui se trouve avenue de Brancolard, juste à côté du château de Valrose et qui domine tout Nice. C'est une maison très simple avec des fleurs magnifiques et on a goûté des spécialités mexicaines cet après-midi. C'est une maison qui n'est jamais ouverte au public et c'est une maison privée, mais vraiment merci. Et c'est une maison dans laquelle ils ont vécu 1 an, donc qui appartenait à son ancien mari, et dans laquelle il a fini d'écrire un livre très important dans sa carrière d'écrivain. Voilà. Quand ils reviennent d'Argentine en 1931, ils s'installent dans cette maison. Ils vont se marier à la mairie de Nice, le 22 avril, ils vont se marier à Aguet, mariage religieux, et il finit d'écrire Vol de nuit, voilà, qui raconte cette épopée des premiers vols de nuit en Argentine, en Amérique du Sud. Et donc ils vont vivre dans cette maison une des meilleures périodes de leur vie et de sa vie à lui. Ils sont très heureux. Et alors cette maison, ils vont la garder jusqu'en 1934. Voilà. Donc ils vont revenir souvent dans cette maison. Donc on va dire ils ont vécu 1 an, mais plus que ça en fait. Voilà. Et Vol de nuit, bah oui, c'est le vrai lancement de la carrière littéraire d'Antoine de Saint-Exupéry. Il aura le prix Femina et c'est le début de la gloire littéraire pour lui. Voilà. Donc la période de Nice, oui, on peut dire que c'est une période très heureuse pour le couple. Voilà, avant que l'histoire européenne complexifie les choses et l'amène à développer peut-être un peu des angoisses vis-à-vis de son époque. En tout cas, c'était encore une période un peu intermédiaire. Oui, et avant que le couple vive une vie un peu tumultueuse. Aussi, oui. Voilà. Et cet après-midi, on a été même dans le bureau où il a écrit Vol de nuit, donc c'était très émouvant de se reconnecter à ces énergies niçoises que beaucoup de Niçois et Niçoises ne connaissent pas. Donc tu l'as dit, il s'est marié le 22 avril 1931. Alors c'est marrant parce que le 22 avril, depuis 1970, dans le monde entier, c'est la journée de la Terre, le Earth Day. Donc il était très visionnaire puisqu'il s'est marié un Earth Day bien avant que le Earth Day soit inventé, quoi. Donc là, c'est le certificat de mariage. Donc j'ai regardé en 1931, le maire de Nice, c'était Jean Médecin. Donc on est à côté de l'avenue Jean Médecin. Mais j'ai regardé, c'est pas lui qui les a mariés, bizarrement. C'est un de ses adjoints, dont j'ai pas le nom en tête. Mais j'étais étonné qu'il n'ait pas marié Saint-Exupéry, qui était déjà connu à l'époque. Donc ça, il faudra faire des recherches là-dessus. Donc en tout cas, bon. Donc il s'est marié ici. Et ce mariage, lors de la commémoration des 75 ans, tu l'as dit, a donné lieu en fait à une inauguration d'une plaque qui se trouve dans la salle de mariage de la mairie actuelle, donc, que vous avez inaugurée avec ton oncle François Daguet qui nous a quittés il y a quelques semaines malheureusement. Et donc c'était le 7 mai 2021, juste après, je ne sais plus si on était entre 2 confinements ou bon. On avait des masques. Voilà, il y avait des masques, et donc ça a été inauguré par Christian Estrosi. Avec cette magnifique phrase
de Syntex. Hein, aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Et donc avec le Martinez Fructuoso. Voilà, qui est la succession Consuelo. Voilà. Et on venait de faire paraître les correspondances avec la succession Consuelo. Et ces correspondances sont merveilleuses, c'est incroyable. Et on fait l'objet d'un documentaire. Alors, on va montrer ça tout de suite. La semaine dernière. Donc là, on a la photo de l'inauguration de la plaque avec Christian Estrosi, Olivier Daguet, François Daguet, et puis... On reconnaît bien Christian Estrosi quand même. Malgré le masque, voilà. Voilà. Et tu disais, ça a été l'occasion... donc c'était un moment important aussi, je crois, entre les deux familles. Il y avait eu des histoires de succession, comme ça arrive dans les familles. Et le fruit, en fait, de cette réconciliation entre les deux familles, ça a été cette plaque, mais aussi la publication, pour la première fois réunie, des lettres du couple dans cette correspondance qui est parue chez Gallimard en 2021. Et vous n'aviez pas pu faire le lancement à Paris. Donc le lancement a été fait à Nice, parce qu'il y avait le Covid avant, donc Nice a été aussi... Et vous verrez que cette correspondance a joué un rôle énorme dans l'écriture de La Petite Princesse. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, voilà. Et le documentaire donc, qui est sorti la semaine dernière... Le 10 mai, oui. Donc vous pouvez France le trouver 5. Sur France 5, vous pouvez le trouver sur France.tv, donc qui reprend l'histoire de ce couple tumultueux qu'on pourrait appeler un couple moderne aujourd'hui, on va dire, ouvert. Ah oui, ça, moderne, oui. Ouais. Post-moderne même. Donc ils avaient une vie assez dissolue l'un et l'autre. Disons que c'était un couple libre, voilà, les deux étaient artistes et ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre, mais ils ne pouvaient pas vivre l'un avec l'autre. Donc c'était un peu compliqué comme situation. Très bien. Voilà. Mais ils s'aimaient beaucoup. Et vous pouvez aussi trouver donc sur le site d'Arte un documentaire qui est sorti au mois de décembre sur la genèse du Petit Prince, qui est magnifique, et vous pouvez le trouver encore pendant quelques mois. S'appelle Naissance d'une étoile. Naissance d'une étoile, qui est absolument merveilleux. Et comme on est la semaine du Festival de Cannes, tu vas nous parler d'un projet qui est en cours et qui sortira en fin d'année. Oui, qui finalement n'a pas été présenté à Cannes, mais qui sera présenté à Venise, donc qui est un film d'un réalisateur franco-argentin qui s'appelle Pablo Aguero et qui est sur l'histoire de Guillaumet, le sauvetage de Guillaumet dans les Andes, et avec des acteurs français remarquables, Jean-Pierre Cassel, Louis Garrel, Diane Kruger, enfin voilà. Donc, voilà. Et le film va s'appeler Syntex, et donc ça va sortir. Ouais. C'est pas Jean-Pierre, c'est Vincent. Hein. Jean-Pierre, c'était le papa. Hein. Ouais, c'est ça. Sorry. Vincent Cassel. Tu vois. On rajeunit pas. Voilà. Très bien. Donc il y aura d'autres occasions, voilà, de célébrer Syntex. Et je voulais souligner vraiment tout le travail remarquable qui est fait par tes équipes. Moi, j'ai eu la chance, depuis qu'on se connaît, d'aller régulièrement dans vos bureaux. Donc c'est la Mecque du Petit Prince. Il y a à peu près tout sur Syntex et le Petit Prince. Vous êtes une quinzaine à travailler à la fois pour faire rayonner le Petit Prince et la mémoire en fait de l'œuvre de Saint-Exupéry. Il n'y a que des passionnés dans ton équipe, et c'est rare d'avoir une famille au service comme ça d'une œuvre. Il y a peu d'auteurs, enfin voilà, il a disparu il y a 80 ans Syntex, il y a peu d'auteurs qui sont disparus il y a 80 ans, qui ont une telle vitalité. Alors c'est lié à la vitalité aussi de son message qui est très actuel, mais c'est aussi lié à la vitalité de toutes tes équipes. Donc bravo pour tous ces projets que vous encouragez autour de ça. Mais on aura l'occasion de reparler de Syntex. Alors, maintenant, on va retourner avec Hélène pour parler de cette autre figure niçoise qui est Yves Klein. Alors là, c'est une photo toute fraîche qui a été prise au 33 rue Verdi, à l'angle entre la rue Verdi et la rue Guglia. C'est là où est né Yves Klein. Donc si vous baladez dans cette rue, vous allez voir une petite plaque. Et donc je me suis amusé à prendre une photo de la petite princesse devant cette plaque. Voilà. Et donc Yves Klein est né à Nice en 1928. Et le Mamac, avant qu'il ferme, mais ça sera toujours le cas quand il réouvrira, est situé au 1 place Yves Klein. Donc Yves Klein a un rôle majeur au Mamac, puisque vous avez décidé que cette place s'appellerait la place Yves Klein. Il y a beaucoup d'artistes dans l'école de Nice, de César à Ben, en passant par Armand. Pourquoi est-ce que, selon vous, Yves Klein, Hélène, est le chef de file de cette école de Nice, et pourquoi il est autant au cœur de votre projet du Mamac et de l'âme du Mamac? Alors, c'est sans doute de toute la bande, si je puis dire, celui qui a eu l'histoire la plus fulgurante, parce qu'il est décédé brutalement à l'âge de 34 ans.
alors qu'il était en pleine ascension et plein accomplissement de son projet artistique. C'est aussi quelqu'un qui a eu très tôt une conscience d'une trajectoire. Il a commencé à pratiquer le judo en 46-47 à Nice. C'est là qu'il a commencé à rencontrer le poète Claude Pascal, puis Armand, et que la bande artistique a commencé à se former. Et donc, à la fois probablement cette leçon du judo qui est une leçon de la victoire, mais aussi une leçon de la transformation de l'échec en accomplissement, mais aussi le fait d'être né au cœur d'une famille d'artistes qui lui ont amené cette espèce de maturité. Son père était un peintre figuratif, sa mère était dans l'abstraction, donc il y avait la rupture au cœur de la famille sur la question de la voie artistique. Et très tôt, il entend les conversations des adultes, des artistes entre eux qui se disputent sur la question de la ligne, de la composition, de comment avancer le travail. Donc il a une maturité. Et c'est vrai, on en parlait avec Robert Roux juste avant le démarrage de la conférence. Yves Klein, il a eu cette trajectoire peut-être plus individuelle que d'autres au cœur de l'école de Nice, comme Armand qui a eu cette générosité, ou Ben qui a été l'aiguillon, qui a toujours ramené tout le monde un petit peu dans la bande. Mais Yves Klein, c'est celui qui très tôt leur donne la leçon de se différencier. Parce qu'il a cette conscience au cœur même de la famille, et il le dira à Armand, ce que tu fais, il y en a 1000 qui le font. Si tu veux un jour réussir dans ta trajectoire artistique, il faut que tu fasses quelque chose qui te distingue des autres. Donc, cette force-là, il l'a en lui. Ce qui fait qu'à l'âge de 34 ans, il a déjà accompli un destin artistique extraordinaire. Il a déjà commencé à avoir une aventure internationale avec des connexions en Espagne, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis. Donc il y a déjà cette reconnaissance, et partout où il passe, ça fait du bruit, parce qu'il y a déjà l'énoncé de ce qu'il veut faire, qui est radical à l'époque, et en même temps, la personne elle-même, il vient incarner presque un personnage, comme Warhol le fera 10 ans plus tard, une sorte de figura, celle de Klein, et donc il s'impose littéralement dans cette scène. Et puis, Yves Klein, c'est aussi le ciel de Nice. Quand il parle de ces monochromes, de l'invention du bleu Klein international, c'est cette appropriation, cette signature du ciel. Et même si sa vie s'est faite entre Nice, Paris et plein d'autres destinations, il avait cet attachement très fort à Nice. Très bien. Alors là, on a une photo où il est à 20 ans avec son ami Claude Parent. Donc, il n'était pas encore artiste proclamé à cette époque-là, mais ils avaient déjà décoré leur chemise. C'est déjà en marche. C'est déjà en marche. Quand il rencontre donc Claude Pascal, qui deviendra poète, en fait, ils sont dans les rues de Nice, et puis ils font des jeux d'empreintes. Et moi, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a à la fois le côté juvénile de Klein. On sent une détermination. Et puis, il y a déjà le ferment de ce qui sera dans son œuvre. On va retrouver plus tard les empreintes, et notamment les empreintes végétales, mais aussi les empreintes du corps. Donc c'est déjà là, et souvent c'est très touchant de voir chez les artistes ou les auteurs, comme ça, une sorte d'intuition qui est là, dès le début. Et puis, en fait, à ce moment-là de leur vie, ils vont faire une sorte de partage du monde sur la plage de Nice. Donc voilà, une sorte de pacte un peu mythique dont on ne sait pas s'il a vraiment eu lieu, mais on a quand même envie d'y croire. Donc Armand aurait pris la terre et ses richesses, ce sera le grand maître de l'accumulation. Claude Pascal prend l'air, voilà, les mots, la poésie, et Yves Klein prend le ciel. Je ne connaissais pas cette histoire. Merci pour ce pacte de Yalta d'une autre dimension. Alors, donc le Mamac, pour celles et ceux qui connaissaient cette pièce, avait une pièce centrale dédiée à Yves Klein. Est-ce qu'on retrouvera cette pièce? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Ah oui, on va forcément faire des évolutions, mais Klein reste une figure majeure, à la fois de l'histoire de Nice, de cette reconnaissance entre figures locales et internationales, ce qui est une des signatures aussi de Nice. Peu de villes hors des grandes capitales peuvent se targuer d'avoir eu des scènes artistiques qui ont su rayonner au-delà des frontières nationales. Et puis Yves Klein, c'est aussi quelqu'un qui résonne profondément avec le présent. Et je suis souvent touchée aussi de rencontrer des artistes ou des gens comme vous qui
me disent à quel point la rencontre d'Yves Klein et la rencontre de son travail dans cette salle ont été des moments d'épiphanie. Donc on se doit de retrouver Yves Klein à la réouverture. Très bien. Alors, pour que vous puissiez sentir qui est le personnage d'Yves Klein, que souvent on réduit à ses monochromes, mais c'est bien plus que ça, on va vous montrer une petite minute d'une œuvre musicale que Yves Klein a composée, une symphonie monotone. Donc c'est une symphonie sur un seul accord en ré majeur. Et donc il a réinventé la musique, c'est le seul à avoir fait une symphonie avec un seul ton. C'est une symphonie bleue. Et vous allez voir la puissance du personnage pendant 1 minute. Et puis après, je me décale, comme ça vous pouvez bien profiter. Non mais vous restez là, mais c'est juste, voilà. Donc on va fermer un peu la lumière. Donc voilà Yves Klein. La symphonie dure 17 minutes et elle est suivie de 17 minutes de silence. Donc on vous a épargné ça, mais vous pouvez trouver sur mon site internet révolutionbleu.fr l'intégralité. C'est une musique qui fait du bien, qui pénètre nos cellules et qui joue un rôle important dans l'intrigue de La Petite Princesse, mais je ne vous dirai pas à quel endroit. Vous parliez d'empreintes. On voit ces femmes qui sont, on va dire, enduites de peinture et avec lesquelles il peint. Est-ce qu'il y a un lien avec le Japon et je crois, il faisait des empreintes de poissons, je crois, avec des écailles au Japon, et c'est de ça dont il s'est inspiré pour faire ses anthropométries. Donc il appelle ça des anthropométries, ces peintures où il utilise les femmes comme pinceaux. Il les respectait beaucoup, hein, donc ces mannequins qui travaillent avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces anthropométries ? Alors c'est vrai que donc ce terme anthropométrie, c'est Pierre Restany, le critique d'art, qui va le trouver, et ça va tout de suite être une fulgurance, ça va rester le titre générique des pièces. Alors chez Yves Klein, c'est toujours plusieurs choses qui viennent s'agréger. Ça fait déjà quelques années qu'il fait ces fameux monochromes, au départ plusieurs couleurs, puis il se rend compte que ça donne une fausse image de quelqu'un qui fait de la polychromie. Et en fait, ça ne l'intéresse pas, la polychromie, il va se concentrer sur le bleu. Et puis, au moment où on se dit c'est le peintre du monochrome et ça s'arrête là, eh ben, il revient à quelque chose qui n'est pas de la figuration, mais qui est quand même la question de l'empreinte du réel. Et c'est un cheminement intellectuel chez lui. Il le dit aussi, c'est combattre la solitude de l'atelier en retrouvant tout à coup la question de la vie dans l'atelier, de la fabrication dans l'atelier avec les modèles, qui sont plus des assistantes d'ailleurs que des modèles. Lui-même va utiliser ce terme. Et effectivement, au début de sa vie d'adulte, il va se rendre au Japon, ce qui est un voyage très rare pour des Occidentaux à l'époque. Et il va rester au Japon entre 52 et 54, avec au départ pour lui, non pas un projet artistique, mais un projet d'être le premier occidental à avoir le niveau le plus haut de judo. Voilà, 4e dan. 4e dan, ceinture noire, 4e dan. Et donc, quand il arrive au Japon, c'est la leçon d'humilité, parce que le Japon ne reconnaît pas ses diplômes, enfin, je sais pas comment, ses grades en tout cas, européens. Donc, il doit tout repasser depuis le début, mais il y arrive assez rapidement, et donc il obtient ce 4e dan. Et quand il revient en Europe, c'est avec la volonté de tenir, d'être directeur de la fédération de judo, directeur technique, enfin voilà, de faire une carrière dans le judo. Mais petit à petit, il a quand même ce lien avec déjà la peinture, le monochrome, etc. Et il découvre, je retombe sur le sujet, la question de l'estampage, qui est une technique traditionnelle japonaise, qui consiste à prendre les empreintes directes. Alors, on n'a pas de témoignage ou d'écrit direct de Yves Klein disant ça m'a inspiré, j'ai repris, mais on peut se douter qu'il y a quand même une convergence de choses qui l'amènent vers les pinceaux vivants. Mais il y a aussi une double volonté. La première, c'est de ne pas mettre les mains dans la peinture. Yves Klein, il le dit, je ne barbouille pas, je ne vais pas me recouvrir de peinture.
Il n'utilise plus de pinceau très rapidement, mais il prend des rouleaux de peintre en bâtiment pour avoir déjà cette distance avec l'outil et éviter tout expressionnisme artistique, parce que c'est la pleine période de l'expressionnisme abstrait, de l'action painting, etc. Donc ça, il se met à distance. Et puis aussi la volonté, comme il l'a fait avec les monochromes, en disant que c'était un instant de sensibilité immatérielle qui venait s'incarner dans le monochrome, avec les pinceaux vivants, c'est vraiment l'empreinte de la chair, l'empreinte de l'immédiateté, un moment qui s'inscrit pour toujours sur la surface de la toile. Merci. Alors, il a fait des empreintes avec donc ses assistantes, comme vous l'expliquiez, mais il est allé plus loin. Il est allé travailler avec la nature, avec les éléments en direct, sans intermédiaire. Et ça, c'était probablement le premier à l'avoir fait. Il a peint ce qu'on appelle des cosmogonies. Et vous avez organisé au MANAC, il y a quelques années, une rétrospective qui s'appelait Cosmogonie, où il n'y avait pas que les œuvres d'Yves Klein, mais qui était plus généralement sur ces questions-là, et qui était une forme extrêmement précurseur de land art, en tout cas une interprétation très particulière d'Yves Klein. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette œuvre, parce que son origine, elle va certainement étonner différentes personnes. Avec quoi il a composé cette œuvre, en fait. Oui, celle-ci ou même la suivante. En fait, c'est une série qu'il commence en 1960. En fait, il y a vraiment cette dimension programmatique dans le travail d'Yves Klein. Et il dit, voilà, après avoir saisi les états-moments de la chair, je veux saisir les états-moments de la nature. Ça va devenir les cosmogonies, c'est d'abord les naturmétries. Et il a le souhait de venir prendre cette empreinte directe des éléments, de l'atmosphère ou des végétaux. Donc ça va commencer par des empreintes de végétaux. D'ailleurs, on va le voir juste après, je crois, sur une image où il est sur les bords des berges du Loup, donc à Cagnes-sur-Mer, où il a en partie grandi. Et il vient pulvériser sur des roseaux ou des végétaux son fameux bleu Klein. Et il vient ensuite imprimer les végétaux sur la feuille. Donc c'est vraiment cette trace directe de la nature. Et puis il décide, après ces empreintes végétales, eh bien, de travailler avec les éléments, la pluie, l'atmosphère, le vent. Alors il y a cette cosmogonie de la pluie. En fait, il vient répandre la peinture sur une surface et il la livre à la pluie. Et la pluie se charge finalement de composer de manière un peu aléatoire la peinture. Et puis il y a une version aussi qui est un peu plus connue et qui est traitée avec plus d'humour, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour derrière le grand sérieux d'Yves Klein. Il dit qu'en fait, sur un trajet Paris-Nice, il a fixé une toile sur le toit de sa voiture, qu'il a couverte de peinture fraîche blanche, et qu'il a pris la Nationale 7 et conduit à 100 km/h, et que ça l'intéressait de voir comment la toile, au bout d'une journée, avec le vent, la pluie, la pollution, etc., allait vieillir en l'espace d'une journée de presque 30 ou 40 ans. Donc c'était vraiment saisir la vie. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué et inspiré cette exposition sur les cosmogonies que vous mentionniez, c'est à quel point Yves Klein vient annoncer, alors qu'on est en 1960, quand il fait ses œuvres pour la première fois, toute une génération d'artistes qui, une décennie plus tard, dans un moment de prise de conscience écologique, vont commencer à travailler en lien avec les éléments. Alors il y a le land art qu'on connaît, mais qui a fait des projets parfois un peu au bulldozer dans les déserts américains. Et puis il y a la deuxième génération qui a commencé à travailler dans une relation beaucoup plus apaisée de connivence avec les éléments, qui je pense aussi résonne avec aujourd'hui, dans le fait de porter une attention aux formes du vivant et de cesser d'être dans cette dimension de domination. Nous sommes au cœur de la nature et pas au-dessus de la nature. Et je trouve que Yves Klein, il annonce déjà ça. Donc 60, lui ne le savait pas encore, mais 2 ans après, il mourra d'une crise cardiaque à force d'avoir manipulé tous ces produits chimiques pour notamment peindre son bleu, les fixatifs, etc. Mais avant ça, il a été plus loin encore dans l'abstraction et dans l'immatériel. Il avait ce qu'on appelle, ça c'est les architectures de l'air ou l'architecture. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est cette œuvre, quelle était son intention derrière ce projet? Alors ça, c'est vrai que c'est des projets qui sont moins connus de Yves Klein et qui développent parallèlement à ses pinceaux vivants et à ses monochromes.
il va avoir une grande commande à la fin des années 50 en Allemagne pour un décor d'opéra, et il commence à travailler sur place avec un architecte qui va l'aider à développer ses idées d'architecture de l'air. Et c'est très radical à l'époque parce que Yves Klein veut faire la synthèse d'éléments a priori irréconciliables, l'eau, l'air et le feu, et bâtir avec ça des fontaines de feu, comme on le voit ici. En fait, ça c'est des fontaines d'eau avec un toit de feu. Mais il va imaginer aussi une sorte de ville du futur dans laquelle il pourrait climatiser des régions entières et faire des sortes de toitures d'air soufflé qui éviteraient que les intempéries ne tombent sur la Terre et qui permettraient surtout aux habitants de ce monde nouveau de constamment voir le ciel et de constamment voir le bleu du ciel. Donc il était précurseur des architectures ou de l'urbanisme bioclimatique d'une certaine façon. D'une certaine manière, oui. Et puis aussi avec cette idée, là je ne crois pas qu'on ait l'image, mais en fait, il a travaillé ensuite avec Claude Parent, qui est le fameux architecte avec cette pensée sur la question de l'oblique. Et Parent va se mettre à son service pour créer des dessins qui soient compréhensibles par d'autres et résoudre en partie les questions techniques. Et Klein imagine de mettre toute la machinerie sous terre pour avoir un monde libéré des vicissitudes et de la technique, et un monde sans frontières, sans véritable mur. Les murs sont créés par l'air soufflé. Les assises sont créées par l'air soufflé. Donc on voit des personnages en lévitation, et c'est aussi quelque chose qui est important chez Yves Klein, c'est s'affranchir à un moment donné de la gravité. On va y venir. Alors, pour parler de la fin d'Yves Klein, la fin de sa vie, j'ai retrouvé une vidéo que Hélène ne connaissait pas, une interview de Rotrot, qui était donc son épouse. Elle avait 20 ans quand il est décédé. Et elle parle d'Yves Klein, et on va regarder cette vidéo pendant 2 minutes, et vous allez comprendre à la fois son rapport à l'immatériel, son rapport à la mort, mais aussi son rapport à la gravitation et à l'espace. Il avait souvent parlé de sa mort avant. Oui, c'était presque une obsession. Il avait envie de devenir lui-même immatériel, comme il croyait qu'il pouvait continuer à vivre sans son corps. C'était pour lui un rêve merveilleux de mourir et de vivre intensivement comme esprit. D'ailleurs, il avait un projet de roquette qu'il a réalisé, mais en petit, où il voulait se mettre dedans et partir dans l'espace. Ce roquette avait des mouvements de plus en plus rapides et qui se détruisaient dans l'espace. Et lui, il avait des idées comme ça souvent. Et surtout pour son immatériel, il voulait que les gens le sentent, et il se disait que c'était peut-être pas possible à son vivant de faire vraiment un immatériel aussi fort que ça aurait été possible quand il est mort. Et ça, il disait juste 10 minutes avant sa mort, il disait je vais avoir un atelier le plus grand au monde qu'on peut considérer comme l'espace pour travailler intensivement. Et surtout les derniers mois avant sa mort, il se basait surtout sur le matériel. Alors on peut considérer que sa mort était quelque chose d'extraordinaire et vraiment rêvé et arrivé à temps, parce que c'était au milieu de l'époque des matériels qu'il est mort. Voilà, c'est une vidéo très émouvante. Qu'est-ce que ça vous évoque? En plus, vous connaissez Rotrot. Grâce à vous, je vais la rencontrer normalement le mois prochain. Donc pour moi, c'est un moment extrêmement profond. Et qu'est-ce que cette vidéo vous a fait, qu'est-ce qu'elle vous a provoqué? Ça m'a beaucoup touchée. Je connaissais ce qu'a dit Klein avant de mourir sur le fait qu'il s'apprêtait à rentrer dans son atelier, le plus grand atelier du monde. Mais voir Rotrot s'exprimer avec cette sorte de sérénité. Elle n'est pas face à la tragédie, mais dans une forme d'accomplissement. C'est très émouvant, c'est très perturbant.
Il n'y avait pas du tout de morbidité chez Yves Klein, mais cette fascination effectivement pour l'immatériel, pour le sensible. C'est quelqu'un aussi qui était très marqué par Gaston Bachelard, la poésie des éléments. Donc il avait un rapport au monde à la fois très matériel et très, très spirituel. Et effectivement, ça me fait repenser à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce partage du monde, un peu cette... entre la blague potache et la quête d'absolu, de se partager le monde. Il en parlera des années plus tard dans le manifeste de l'hôtel Chelsea, qui va prononcer à New York en 61 et qui va créer une incompréhension totale de la scène américaine qui se dit qu'est-ce que c'est que ce fou français prétentieux. Et il dit à l'époque, il se rappelle quand il était jeune avoir voulu signer de l'autre côté du ciel. Ouais. Donc à la fois cette phrase et puis tout ce mystère sur la mort d'Yves Klein et la mort de Saint-Exupéry, une réflexion sur la mort, de qu'est-ce qu'il y a après cette mort, est-ce qu'on peut agir encore sur le monde après cette mort. Enfin, moi, c'est très présent dans la Révolution bleue, et c'est vrai qu'elle a réussi à mettre les mots et l'émotion et essayer de comprendre qu'en fait, pour lui, la mort n'était qu'un passage vers des œuvres encore plus grandes. Et c'est assez... moi, j'ai découvert cette vidéo quand il y a eu la grande expo l'année dernière, Yves Klein à Aix-en-Provence, que Olivier était allé voir aussi. Et cette interview m'avait vraiment bouleversé. Alors là, on voit effectivement Yves Klein, cette photo qui est assez fameuse, en train de contempler la Terre depuis l'espace. Alors il faut voir que cette photo, elle date d'avant, la fin des années 50. Donc Gagarine n'est pas encore parti, il n'y a pas encore eu le programme Apollo, mais il a déjà cette perspective, ce recul sur la Terre. Et moi, cette photo, je l'ai toujours eu chez moi, elle a complètement inspiré toute mon œuvre, et comme s'il regardait la Terre depuis l'extérieur, comme s'il était déjà de l'autre côté de la toile, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, cette photo-là ? Moi, j'aime beaucoup cette photo. De manière générale, Klein a toujours réussi à se mettre en scène comme une sorte de magicien. Il y a aussi des photos du même photographe, du même duo de photographes, Kender et Schunk, où on voit la flamme qui semble sortir de ses mains. Et ici, je trouve ça très beau parce qu'à la fois, il y a quelque chose de démiurgique. C'est comme s'il avait le pouvoir de faire léviter la Terre. Il s'approprie avec son bleu, donc en même temps, c'est un geste hyper mégalomaniaque. Mais il était ça aussi. C'est Dieu. Complètement. Et en même temps, voilà, ça participe aussi de ce qui a été presque un programme dans son travail artistique avec ses architectures, c'est parvenir à la lévitation. Et il y a aussi une image très célèbre, le fameux saut dans le vide, qu'il va réaliser en 1960, où on le voit en fait réaliser ce qui est un geste de judo, c'est un geste de l'oiseau, le geste de l'aigle, qui est comme un geste d'envol. Et c'est ça aussi, c'est l'artiste qui tout à coup part à la conquête de l'espace, s'approprie l'espace, et pas de manière matérielle, mais par sa sensibilité. Et il va beaucoup écrire aussi sur la puissance de l'imaginaire et le fait que des auteurs ont réussi au cœur du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle à positionner des étoiles, positionner des imaginaires, dire des choses que des scientifiques ont pu vérifier 4 siècles après. Cette photo, elle m'a tellement frappé parce que j'ai pensé tout de suite au Petit Prince, à l'envol. Ah oui, c'est quand incroyable. il part avec Oui. avec les oiseaux. Là. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là, vous avez la photo de cette fameuse roquette. Effectivement, il ne serait pas allé très loin avec cette roquette, mais bon, il y avait quand même un petit côté précurseur. Alors, oui, c'était l'idée, si je peux me permettre, et ça résonne avec le livre, c'était un voyage sans retour. Okay. C'était vraiment cette idée-là, du roquette pneumatique. Celui-là n'était pas pensé pour être un habitable, et c'est d'ailleurs un roquette pneumatique qui respire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il aspire l'air, il l'expire, et il va de plus en plus vite dans l'atmosphère, et il va au plus loin possible. Ouais. Et le héros de Révolution bleue, Paul Garner, c'était aussi un voyage sans retour. Et ce qui était fou dans les mots de sa femme, c'était que c'était presque assumé, cette chose-là, et qu'elle était presque complice, enfin en tout cas... elle le suivait dans cette démarche artistique. Il avait déjà eu une première alerte, une première crise cardiaque quelques mois avant. Ouais. Donc je pense qu'il il était sensible à cette question. Alors, on a parlé du mystère, enfin en tout cas de cette mort qui a aidé à faire d'Yves Klein une légende. Et c'est une sorte de James Dean de la peinture, avec une grande précocité.
On va parler maintenant du Petit Prince et de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est tout à fait aussi légendaire et mythique. Alors, le Petit Prince, Olivier Daguet, le voici. Certaines personnes ne savent pas, donc dans quelles circonstances il a été écrit et qu'est-ce que c'est cette maison? Alors, il n'a pas été écrit à Nice, je suis désolé. Non, il n'a pas été écrit. Il a été écrit à New York, principalement sur Long Island, dans cette maison qui s'appelle Bevin House, qui se trouve à Northport, qui est un port qui fait face au Connecticut, dans le quartier de Arashoken, qui est un nom indien, et une maison merveilleuse de cette côte Long Island qui est merveilleuse. En 1942, en gros, donc Saint-Exupéry, il s'est engagé en 1939, il a fait la campagne de France, il en a réchappé miraculeusement, ça donnera Fly to Arras, pilote de guerre. Il est démobilisé et il décide non pas de rejoindre le général de Gaulle, ni de se faire embaucher par Vichy, mais de partir pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'est un des Français les plus connus aux États-Unis. Voilà, c'est une star là-bas. Ses bouquins sont traduits, sont des succès. Il a des prix. Donc, il est très connu là-bas. Et pour lui, il n'y aura pas d'autre solution pour gagner la guerre que de faire entrer les Américains à nos côtés, côté des Alliés. C'est la seule façon, c'est la seule possibilité pour gagner la guerre contre les nazis. Donc, il part là-bas, fort de son aura, de sa crédibilité. Et ses éditeurs lui demandent d'abord d'écrire un livre sur la défaite française. Ça, c'est très important d'expliquer aux Américains pourquoi les Français ont perdu la guerre. Et il expliquera aux Américains qu'il y a quand même eu 100 000 morts, que les Français sont battus, que c'est pas, voilà, il n'y a pas eu une défaite honteuse, mais que c'était vraiment un combat et que les nazis étaient supérieurs. Voilà. Donc ce livre a un succès énorme. C'est Pilote de guerre, qui est une réflexion aussi sur la civilisation. Pourquoi on se bat? Saint-Ex, c'est pas un guerrier, hein. C'est plutôt un pacifiste. Et pourtant, il va s'engager, et il va s'engager jusqu'à en mourir, parce qu'il se bat pour la substance, il se bat pour la civilisation, il se bat pour la culture, contre la barbarie nazie, il se bat pour Nice, pour Haguet, pour Saint-Maurice, voilà, pour tout ce qu'on aime. Et son copain juif qui se cache donc en France. Léon Werth. Voilà, Léon Werth, à qui il dédiera plus tard le Petit Prince, Léon Werth. Donc on se bat pour tout ça. Donc il explique ça aux Américains et il dit, vous aussi, vous devez vous battre pour la même chose, vous devez rentrer dans la guerre, voilà. Donc je pense que psychologiquement, il aura contribué à préparer le public américain à s'engager dans cette guerre. Évidemment, c'est Pearl Harbor qui va déclencher le processus. Voilà. Et, il y a donc une commande particulière de ces deux éditeurs. Et voilà, et donc suite à quoi ces éditeurs, ou plutôt la femme d'un de ces éditeurs, parce qu'il dessinait tout le temps, Saint-Ex, c'est un dessinateur aussi, il dessine tout le temps ce petit bonhomme là sur les nappes des restaurants à New York. Et la femme de son éditeur lui dit, mais Saint-Ex, pourquoi vous n'écrivez pas un conte? Parce qu'on savait qu'il aimait les enfants et qu'il était capable d'écrire des contes. C'était un fou d'Andersen. Un conte pour Noël, c'est la tradition aux États-Unis d'écrire un conte à Noël pour les enfants. Et puis vous pourrez l'illustrer aussi. Voilà. Et c'est parti comme ça, comme une affaire un peu commerciale du côté des éditeurs. Et puis un moyen pour Saint-Ex de s'occuper l'esprit, parce qu'il n'avait pas encore repris le combat, c'était trop tôt encore. Et donc petit à petit, ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et ça va devenir le message le testament qu'il a légué à l'humanité et le livre non religieux le plus traduit au monde aujourd'hui, avec plus de 650 traductions. Donc là, vous avez, alors ça c'est une photo chez moi, j'ai 200 traductions. Voilà. Mais il y en a 650. Donc à la fin de sa vie, sa question c'était, que faut-il dire aux hommes? Qu'est-ce que je peux dire? Il en écrivait des tonnes là-dessus, ce qui sera Citadelle plus tard, hein, qui pensait lui être son grand œuvre, en fait, ça son œuvre posthume, mais non, son grand œuvre, son testament, c'est Le Petit Prince. Voilà, alors, Le Petit Prince donc, est paru le
6 avril 1943, donc chaque 6 avril, c'est une fête très importante parce que c'est la fête du Petit Prince. Et c'est aussi dans Révolution Bleue l'anniversaire de Paul Gardner, donc c'est l'inspirateur qui est l'incarnation du Petit Prince. Et donc là, on a fêté les 81 ans du Petit Prince il y a quelques semaines. Et donc Saint-Exupéry a quitté les États-Unis parce que le roman n'a pas pu paraître en France, parce que la France était occupée. Et évidemment, les œuvres de Saint-Ex n'étaient pas publiables en France. Elles étaient même censurées. Elles étaient censurées. Par la commandante Tour. Et donc, est-ce qu'il a vu la sortie du Petit Prince? Il est parti juste après, quelques jours après? Il est parti quelques jours après, puisqu'il est parti le 13 avril. Donc il a signé 150 exemplaires de tête voilà, en anglais, 150 en français, et il est parti. Et donc il ne saura pas le succès, il ne connaîtra pas le succès phénoménal de son œuvre. Il aura des informations de son éditeur, de Consuelo, sa femme, comme quoi oui ça marche bien, il y a du retirage. Et puis il y a une grande polémique déjà qui s'installe tout de suite dans la presse américaine. Certains disent mais c'est parce que les éditeurs le vendent comme un livre pour les enfants. Mais vous et moi, on sait très bien que ce n'est pas un livre pour les enfants. Et donc, la presse commence à critiquer en disant « Mais ce n'est pas du tout un livre pour les enfants, pourquoi est-ce que vous dites ça ?» Les autres disent « Mais c'est un livre aussi pour les enfants. » Voilà. Et alors, l'éditeur, qui est très malin, fait paraître une pub dans le New York Times qui dit écoutez, 50% disent que c'est un livre pour les enfants, 50% disent que c'est un livre pour les adultes, mais 100% sont très heureux de l'avoir lu. Ouais, ils disent 100% pensent que c'est un livre pour eux. Oui, voilà, 100% pensent que c'est un livre pour eux. Voilà. Donc, super pub, très opportuniste. Et donc, le débat, voilà, c'est tout de suite, s'installe tout de suite. Est-ce que c'est un livre pour les enfants? Est-ce que c'est un livre pour les adultes? Donc, Saint-Ex l'a dit dans sa préface, c'est un livre pour les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont été des enfants, mais peu d'entre nous s'en souviennent. Donc, en 43, par dérogation du président des États-Unis, il arrive à rejoindre les forces alliées. Et c'était le plus vieux pilote des Alliés. Donc parce que 43 ans, ce n'est pas du tout un âge où on vole. Donc il rejoint au départ les forces qui sont basées en Afrique du Nord. Et puis, petit à petit, il va être positionné à Borgo. Qu'est-ce qu'il va faire à Borgo? Quelle était sa mission? Alors en fait, c'est vrai que les gaullistes ne l'aimaient pas du tout, parce qu'il était considéré comme l'homme des Américains. Et forcément, puisqu'il a tout fait pour les faire rentrer en guerre. Et les Américains le considéraient et le prenaient très au sérieux. Et donc, les gaullistes ne l'aimaient pas du tout. Donc, ils ont tout fait pour l'empêcher de voler. Mais comme les avions étaient américains, et le pétrole était américain, et l'argent était américain, c'est quand même les Américains qui décidaient qui volait. Et donc, le président a dit « Saint-Ex doit voler, de toute façon, sinon il va nous emmerder, il va faire le pied de grue devant mon bureau pour voler, donc laissez-le voler. » Voilà. Et alors, non seulement il était âgé, mais il volait sur l'avion le plus rapide et le plus complexe de son époque, qui était le Lightning P-38. Donc c'était un truc de dingue. Quand on pense que Saint-Ex a démarré en 1912, quand il a pris son baptême de l'air à 12 ans sur un avion fait avec 2 morceaux de bois et quelques morceaux de toile, et qu'ensuite il a piloté le Breguet 14 au-dessus du Sahara, qui était un avion qui tombait à peu près tous les 100 heures en panne. Et là, il pilote l'avion le plus rapide de son époque. Donc quand on dit que c'est un mauvais pilote, voilà, ça me fait un peu rigoler. Ouais. Et donc son escadrille de 33, celle de 40, il retrouve ses camarades, enfin ceux qui ont survécu qui n'étaient pas prisonniers, finit par échouer à Borgo. Et là, il prépare, donc il est dans la reconnaissance. Saint-Ex ne voulait pas bombarder, il ne voulait pas tuer. Et donc il était dans la reconnaissance, il faisait des films et des photos sur le territoire français, où il préparait le débarquement du 15 août 1944, sur nos côtes, ici. Et donc il a eu plusieurs missions incroyablement dangereuses et réussies au-dessus de la France à cette époque-là. Voilà. Jusqu'au 31 juillet 1944, où il part pour une mission de reconnaissance. Alors beaucoup disent qu'ils savaient que c'était la dernière. En tout cas, on va parler de ces circonstances. Ce qui est vrai, c'est que son commandant, le capitaine Gavoil à l'époque, avait prévu de l'informer du débarquement à son retour de mission. Voilà, ça c'est vrai. Parce que Gavoil le raconte dans ses mémoires, il l'a écrit à mon arrière-grand-mère. Voilà, il voulait le prévenir pour
faire en sorte qu'ils s'arrêtent de voler parce que tous les pilotes qui étaient au courant du débarquement n'avaient plus le droit de voler s'ils étaient faits prisonniers, comme ça ils ne pouvaient pas parler. Et ça, là on parle du débarquement de Provence. On parle du débarquement de Provence sur nos côtes le 15 août 1944 et donc 15 jours après. Quoi. Okay. Donc ce 31 juillet 1944, il parle le matin, il ne revient pas. Quelles sont les hypothèses ce jour-là? Alors on a mené beaucoup d'enquêtes, évidemment ça a été un grand mystère, le mystère de la disparition de Saint-Exupéry pendant 70 ans, jusqu'au jour où un pêcheur marseillais, M. Bianco, retrouve cet objet dans ses filets au large de Marseille. Une histoire incroyable, c'est un miracle. C'est pas une aiguille dans une botte de foin, là. C'est une gourmette dans la Méditerranée. Alors donc Jean-Claude Bianco, qui est pêcheur, il est un chalutier, et donc il est au large de Marseille. C'est pas du tout là où on pensait que l'avion de Syntex se trouvait. Et en ratissant avec son chalut le fond des océans à 70 mètres de profondeur, il ramène tout un tas de débris. Et un de ces marins voit quelque chose qui brille dans une concrétion calcaire. Il faut avoir l'idée de voir quelque chose qui brille. Et il alerte son supérieur, donc le patron du bateau, et il lui dit « Regarde, il y a quelque chose qui brille ». Il casse la concrétion calcaire, et comme si c'était une espèce une bouée de sauvetage envoyée du passé ou du futur, il trouve la gourmette de Syntex. Alors, on a fait une conférence à Marseille avec Luc Vandrel qui a trouvé l'avion de Syntex. Vous pouvez la trouver aussi sur le site révolutionbleu.fr. Donc il a donné tous les détails de ça, et ce soir on n'a pas le temps de donner ça, mais la probabilité est à peu près de 0. Et grâce à cette gourmette, il y a une histoire incroyable derrière, mais qu'on ne pourra pas vous faire. Il retrouve l'avion de Syntex. Et donc, pendant 55 ans, on n'a pas su, en fait, où était Syntex. Et là, non seulement Luc Vandrel, qui était avec nous il y a un mois, a retrouvé l'avion, mais il a aussi retrouvé le pilote qui a abattu Syntex par une enquête incroyable qui a été relatée dans un livre que ton oncle François Daguet avait coécrit avec Luc Vandrel et que je vous recommande. Lequel pilote allemand dont on a pu le rencontrer, parce qu'il était encore vivant, il est décédé quelques années après. Lequel pilote allemand ne voulait pas croire que c'est lui qui avait descendu Syntex, parce que Syntex, dans les années 30, était déjà très connu en Allemagne. Et lui était, en tant que passionné d'aviation, un fan de Saint-Exupéry. Donc la boucle était bouclée, mais c'est une histoire, voilà. C'est la légende Syntex. Et voilà l'île de Donc la Calanque. Ah oui, il y avait un petit pointeur, mais je ne le trouve pas. En fait, il est mort sous le petit îlot qui est là-haut, l'îlot du Grand Conglier. Là, ce sont les îles du Riou qui sont au large de la Calanque de Morgiou, à côté de Marseille. Et c'est là où Syntex a disparu. Alors, les conditions de sa disparition, un peu comme Yves Klein, ont renforcé sa légende. Et en plus, il a laissé des phrases avant de mourir. Alors, il y a cette phrase très connue dans Le Petit Prince qui dit j'aurais l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. Les circonstances de la mort du Petit Prince sont mystérieuses. Michel Bussy a fait tout un livre magnifique il y a 2 ans sur ce thème que je vous recommande, extrêmement documenté. C'est un grand fan du Petit Prince aussi. Comment il s'appelle le livre, Bussy ? Code 612. Code 612. Mais il y a aussi les 44 couchers de soleil. Ah oui, oui. 44 comme 1944. Ah oui. Et oui, il y a plein de symboles dans Le Petit Prince. Donc il y a un livre entier qui est sorti sur l'analyse de ce symbole sur 1944. Et puis il y a cette lettre qu'il a laissée la veille de son départ, le 30 juillet 1944, qu'il a laissée au capitaine Gavoil, dans lequel il disait « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. » Alors les gens me demandent souvent si Syntex est suicidé. Alors, je réponds 2 choses. La première, c'est que tout homme qui part volontairement à la guerre, c'est une forme de suicide, je suis désolé, parce qu'il sait qu'il peut y laisser sa peau, surtout s'il s'expose. C'est ce qu'il dit, hein, si je suis descendu, il savait bien qu'il pouvait être descendu. Bon, c'était quelqu'un qui avait une chance incroyable, Syntex, il a survécu à combien d'accidents, à combien de drames, mais bon, voilà, à un moment donné, ça s'arrête. Et d'autre chose, c'est qu'il avait le respect du matériel. L'avion, le Lightning P-38, ça coûtait une fortune, cet avion, avec une haute technologie à l'époque. Donc il a écrit à son capitaine, le capitaine Gavoil, que jamais il ne sacrifierait son matériel et qu'il reviendrait toujours avec la priorité de ramener l'avion à l'aéroport. Voilà. Donc de ce côté-là,
on peut dire que l'hypothèse de suicide, moi j'y crois pas, quoi. Alors, on rentre cette année, le 31 juillet 2024, on va fêter les 80 ans de sa disparition. Donc, avec la Fondation et la succession, il y a toute une série d'événements pour commémorer sa mémoire qui sont prévus, notamment un événement à Borgo, donc en Corse, la base d'où il a décollé ce fameux 31 juillet. Qu'est-ce que vous avez prévu ce jour-là? J'ai vu, il y a toute une série de festivités magnifiques. À Borgo, oui, c'est la cérémonie la plus importante, évidemment, le 31 juillet. Donc, il va y avoir une messe avec le cardinal d'Ajaccio qu'on donne comme futur pape. Et puis, il y aura une stèle nouvelle qui va être inaugurée dans l'ancien emplacement de la piste américaine. Il va y avoir, on va planter des oliviers aussi pour commémorer ses 80 ans, et puis une cérémonie devant la stèle à l'aéroport de Bastia Porretta, qui est l'aéroport de Bastia, enfin, voilà. Et des manifestations dans le village de Borgo, des expositions, voilà, ça va être très très riche. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de manifestations à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg, donc à Marseille en ce moment, une exposition qui à Nice peut-être. Et peut-être à Nice. Qui sait. En tout cas, voilà. Bon, merci Hélène et Olivier. Et restez là sur scène. Je vais maintenant faire ma partie de la conférence et vous expliquer en fait les liens que j'ai tissés dans ce livre entre ce que vous avez vu sur Yves Klein et ce que vous avez vu sur Antoine de Saint-Exupéry. Alors, en fait, l'idée de ce livre, elle démarre pour moi en 99 quand il trouve la gourmette. Parce que quand il trouve la gourmette, il la trouve dans un endroit très particulier, donc au large de Marseille, dans les calanques de Morgiou. Et dans les calanques de Morgiou, il y a un autre secret très particulier qui avait été trouvé en 1991, qui est la grotte Cosquer. Et le cap Morgiou, il a la forme d'un hippocampe. Et quand vous prolongez le bec de cet hippocampe, à 3 km, vous trouvez exactement l'endroit où il y a l'épave de Saint-Ex. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, comme si ce truc-là était indiqué là où l'épave se trouvait. Elle est vraiment dans la direction. Et puis ici, à 40 mètres sous l'eau, vous avez l'entrée de la grotte Cosquer, qui est une grotte sous-marine, qui est un joyau du Paléolithique. Et quand cette grotte avait été trouvée, moi j'avais été complètement fasciné. Donc là, c'est une image de la grotte. Et pour arriver dans cette grotte, c'est très difficile puisqu'il y a un trou et vous devez cheminer dans un boyau qui fait 105 mètres de long, qui est vraiment une initiation. Et je veux dire, il ne faut pas être claustrophobe pour faire ça. Et quand vous arrivez là, vous découvrez quelque chose qui n'a pas été touché par la main de l'homme depuis que l'eau est remontée. Donc il faut imaginer qu'il y a 10 000 ans, quand il y a eu la fin de l'ère glaciaire, en fait, le niveau de la mer était 100 mètres plus bas, donc l'entrée de la grotte était dans une colline, et puis il y a eu un moment où l'eau a submergé l'entrée de la grotte et on n'a plus y rentrer. Et donc cette grotte, depuis 10 000 ans, personne n'a pu n'y rentrer, et ils ont trouvé des peintures qui étaient admirables, avec notamment des peintures de pingouins, de phoques, qui étaient les espèces qui vivaient sur la Méditerranée à l'époque de cette ère glaciaire. Et moi, quand j'avais vu cette grotte, je m'étais dit, ça aurait été incroyable de trouver quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'art pariétal. Et c'est là où j'avais commencé à imaginer ce que j'appelle la grotte bleue dans Siècle bleu. Et quand ils ont trouvé en face, en fait, de cette grotte Cosquer, qui est vraiment incroyable, et je vous engage, si vous allez à Marseille, d'aller visiter la réplique de la grotte Cosquer, parce qu'aujourd'hui, les peintures sont à peu près à 50 cm de hauteur, et si l'eau continue à monter, en fait, elles vont être ensevelies par ça. Et donc, c'est vraiment un symbole du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les a trouvées juste avant qu'elles soient submergées, et par le fait de l'homme et de nos émissions de CO2 et le rehaussement du niveau des mers, elles pourraient disparaître. Donc, ils ont construit une réplique juste à côté du Mucem. Et donc, je m'étais dit, à l'époque, il y a peut-être un lien entre Saint-Exupéry et cette grotte. À l'époque, Yves Klein ne rentrait pas encore dans l'équation. Ce lien entre cette grotte et Saint-Exupéry était très présent dans mes 2 premiers romans qui s'appelaient Siècle bleu, qui ont été sortis en 2010 et en 2012 et qui ont été réédités en poche là, en 2021 et en 2022. Et dans ce roman Siècle bleu, donc, il était question d'une grotte qui serait la jumelle en fait, de la grotte Cosquer, dans lequel il y aurait le grand secret de l'humanité. Donc cette grotte, on l'a découvert à la toute fin de Siècle bleu,
Et cette fin de siècle bleu qui est très onirique, beaucoup de gens m'avaient dit ça n'a rien à voir avec le bouquin. Et en fait, moi, cette vision, je l'avais eue dans un rêve et j'avais bataillé avec l'éditeur pour la laisser parce que je m'étais dit, dans ce rêve, il y a des secrets que je n'ai pas percés. Et il m'a fallu 10 ans en fait, pour comprendre ça, en fait, de 2012 jusqu'à ce que je finisse d'écrire La Révolution bleue en 2022. Et il y avait tout un tas de choses que j'ai mis dans cette fin de siècle bleu que moi-même, je n'ai pas compris. Et quand il y avait des gens qui me disaient bah, « j'ai pas compris, je trouvais ça normal », et les gens qui me disaient qu'ils avaient compris la fin de siècle bleu, là, j'étais un peu estomaqué parce que même moi, je n'avais pas compris. Voilà. Donc, pour moi, percer le mystère de cette grotte bleue, c'était quelque chose de très important à faire. Et ça faisait une dizaine d'années que ça me travaillait. Et il y avait d'autres choses que j'avais laissées à la fin de siècle bleu, un peu comme des pointillés. Le livre se terminait, mais il y avait des choses qui s'ouvraient. Et notamment, le personnage principal, qui est un astronaute, qui s'appelle Paul Garner, qui est très inspiré par la figure du Petit Prince, que la Terre surnomme le Petit Prince, qui est bloqué sur la Lune parce qu'il fait partie du premier contingent américain à retourner sur la Lune pour arriver avant les Chinois. Et à l'époque, quand j'avais écrit ça en 2010 et 2012, les gens me riaient un peu au nez. Et aujourd'hui, on a une course à l'espace entre les États-Unis et la Chine, et ça va se passer dans les 2-3 prochaines années. Tu veux dire un mot sur le truc que vous allez annoncer demain? Peut-être demain, vous allez annoncer le truc sur la Lune. Ah, la rose? Ah ouais. Oui. On va envoyer une rose sur la Lune, mais qui est appelée à survivre. Voilà, c'est une start-up française qui crée des serres de façon à pouvoir faire de l'agriculture dans les conditions les plus extrêmes, y compris dans l'espace, la Lune demain Mars, et qui a ce projet avec la NASA, donc la prochaine fusée Artemis qui va à l'unir, d'envoyer cette rose sous globe sur la Lune, et ça sera la rose du Petit Prince. Ouais. Voilà. Alors je suis content parce que la fondatrice de cette start-up, c'est une amie à moi qui est très fan de Siècle Bleu et de ça. Et donc, bon, alors évidemment, on a beaucoup de synchronicité avec Jean-Pierre, donc bon, cette amie commune, voilà. Bon, en tout cas, ce rêve du Petit Prince va peut-être se réaliser, en tout cas, d'utiliser ce... Et comme disait le Petit Prince, c'est utile parce que c'est joli. Voilà. Donc, Paul Garner, il est bloqué sur la Lune et il attend qu'on vienne le secourir. Et en attendant, il tombe amoureux de la Terre et il rêve que tout le monde puisse faire l'expérience de la Terre vue de l'espace. Donc ça, c'était son premier rêve. Et il rêve qu'un satellite de la NASA parte à un endroit dans l'univers qui s'appelle le Point de Lagrange, qui est le plus bel endroit de l'univers pour mettre un satellite et filmer la Terre. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que ce satellite allait partir et que j'allais pouvoir monter une ONG que j'ai montée il y a 4-5 ans maintenant, qui s'appelle One Home et qui permet à tout le monde de faire l'expérience de la Terre vue de l'espace, comme Paul Garner, et de tomber amoureux de la Terre. Vous pouvez aller sur le site onehome.org, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si on a le temps, à la fin, on regardera une vidéo quand même. Et, donc, oui, s'il te plaît, oui. Ouais, voilà. En tout cas... un des rêves de Paul Garner avait été rentré dans la réalité, mais Paul Garner avait un deuxième rêve qui était de faire la Révolution bleue. Alors le terme de Révolution bleue, c'est un terme qui a été inventé par Yves Klein. Et Yves Klein, il avait imaginé la Révolution bleue. Et moi, j'ai découvert cette Révolution bleue en 1990, quand le MAMAC a été inauguré. Je suis rentré dans la salle Yves Klein, et j'ai eu mon épiphanie. Hélène, tu parlais d'épiphanie. Moi, ce jour où j'ai vu ce bleu, je suis tombé complètement amoureux de ce bleu, et j'ai eu l'impression qu'on pouvait passer de l'autre côté, que ce soit dans les tableaux ou dans cette piscine, et que c'était des portes vers un autre monde. Donc j'étais très intéressé par cet autre monde, et ce bleu m'a fasciné, et j'ai su que j'allais avoir un lien avec ça, et ce lien ne m'a pas quitté depuis. Et en me baladant dans cette salle, je tombe sur un document où Yves Klein parle de la Révolution bleue. Alors, petite anecdote, à l'époque, j'étais élève au lycée Estienne-d'Orvanis, et j'ai mon prof de maths du lycée Estienne-d'Orv qui est là, Alain Soléan. Je vous demande de l'accueillir, voilà, parce que c'est... je l'ai eu en prof de maths en seconde et en première, et c'est vraiment lui qui m'a fait tomber amoureux des mathématiques. Et si je suis là ce soir, c'est vraiment grâce à lui. Merci Alain.
Voilà. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller en prépa à Masséna, à côté du MAMAC. Et la prépa, c'était assez stressant. Et moi, j'allais me relaxer, méditer dans la salle d'Yves Klein, entre midi et 2. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais les musées étaient gratuits pour les étudiants. Et donc, j'ai passé un temps fou dans cette salle. Et dans cette salle, il y avait donc un document en anglais où Yves Klein décrivait sa révolution bleue. Et il expliquait en fait qu'il voulait peindre le monde en bleu et que pour accélérer la dissémination de ce bleu, il avait écrit à Khrouchtchev, il avait écrit à Eisenhower et il leur disait, voilà, est-ce que vous pourriez mettre de mon pigment bleu dans vos explosions de bombes atomiques parce que ça accélérerait la diffusion de ce bleu. Et là, je me suis dit, ce gars est absolument génial, quoi. Et je suis tombé amoureux de ça. Et il appelait ça la Révolution bleue. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et donc, dans le roman Siècle bleu, Paul Garner, avant de mourir, appelle à la Révolution bleue. Et pour lui, ce n'est pas du tout de mettre des pigments bleus là-dedans, mais c'est de prolonger le rêve d'Yves Klein pour que tout le monde tombe amoureux de la Terre et que l'humanité réussisse la transformation écologique du monde à l'échelle mondiale. Et c'est ça le grand rêve de Paul Garner, c'est que l'humanité arrive à vivre en symbiose avec la biosphère. Et moi, j'avais donné à la fin de Siècle bleu, en 2 pages, quelques idées pour cette révolution bleue, et je rêvais que des gens fassent cette révolution bleue, ou en tout cas trouvent la recette secrète pour faire une transition écologique qui marche. Et aujourd'hui, on ne l'a toujours pas trouvée, cette recette. Et donc, pendant 10 ans, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le domaine de l'écologie, et dans des ONG. Moi, j'ai été aussi président de l'Institut des futurs souhaitables. J'ai rencontré des gens qui essayaient de changer le monde à tous les niveaux. Et je réfléchissais finalement à cette révolution bleue, à comment est-ce qu'on pourrait faire une transformation écologique du monde qui fonctionne. Mais je ne me mettais pas à l'écrire, je ne me mettais pas à aller faire les recherches parce que je travaillais, j'avais mes enfants et puis j'avais ce projet One Home. Et il a fallu le grand arrêt, le Covid, pour que je me mette enfin à réfléchir à cette révolution bleue. Et comme beaucoup d'entre vous, j'étais bloqué chez moi, je me suis mis à réfléchir à cette transition écologique. Et cette transition écologique, quand on y réfléchit, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont décomposée en bon cartésien, en sous-transition. Vous avez une transition dans l'économie, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans la santé, dans les transports, dans la politique, dans l'éducation, dans les droits humains. Et dans chacune de ces sous-domaines, vous avez des idées géniales. L'économie circulaire, l'économie régénérative, la permaculture, l'agroforesterie. Donc il y a des innovations de tous les côtés. Mais ce qu'on voit depuis 50 ans, c'est que tout ça progresse, mais on touche à un plafond de verre. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'identifier ce plafond de verre et surtout d'identifier s'il n'y avait pas quelque chose qu'on n'aurait pas vu et qui nous permettrait de rendre cette transition écologique irrésistible. Irrésistible, c'est-à-dire facile. Et cette transition écologique, moi, je l'appelais la révolution bleue. Donc, je suis parti à la recherche de cette chose invisible qui pourrait réunir toutes ces causes et les rendre soudain faciles. Et ce travail, il a été inspiré par un mathématicien français, qui est le mathématicien le plus génial du XXe siècle, qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui est un franco-allemand, qui était quelqu'un qui était le mathématicien le plus intuitif, qui n'avait pas eu la chance de faire des grandes écoles parce que ses parents avaient été dans les camps de concentration. Donc il avait fait des études modestes à la fac à Montpellier. Et c'est un mathématicien qui a révolutionné les mathématiques. Et il avait une technique parce que lui détestait les problèmes mathématiques qui étaient particuliers. Il aimait les généraliser, les généraliser, les généraliser et les amener dans un espace où en fait on avait l'essence du problème mathématique. Et là enfin, il travaillait avec l'essence des choses. C'est quelque chose qui ressemble un peu à Yves Klein aussi dans cette démarche de prise de recul. Et là, en un tour de passe-passe, il changeait des choses et il ne résolvait pas un théorème, mais des milliers d'un coup. Et lui seul avait cette faculté d'abstraction, de s'élever pour redescendre. Il appelait ça la technique de dévissage-vissage. Et moi, je me disais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où nous, on s'efforce dans toutes les régions du monde et dans tous les secteurs de l'économie de faire une transition écologique, mais il y a peut-être quelque chose de plus fondamental que si on arrivait à identifier et que si on changeait, ça rendrait tout soudainement facile. Donc c'est de cette chose-là dont je suis parti. Et puis, il y a des citations, moi, qui m'inspirent. Et une citation qui m'inspire énormément et qui est d'ailleurs en introduction de Siècle bleu 10 ans avant. Et je savais que dans cette citation, il y avait quelque chose de majeur. C'est une citation de Vol de nuit, justement. Vol de nuit qui est écrit à Nice et qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. » Alors, aujourd'hui, dans l'écologie, on parle beaucoup de l'écologie des solutions. Alors, des solutions, il y en a partout, mais elles n'arrivent pas à passer à l'échelle.
Par contre, on ne parle pas de l'écologie des forces en marche, c'est-à-dire quels sont les moteurs qu'on pourrait actionner qui font que derrière, les solutions suivent. Et je me dis, il y a quelque chose, il faut que j'arrive à identifier ces forces en marche. Alors, petite anecdote sur vol de nuit. Donc, aujourd'hui, on est allé sur la villa. Donc, la villa, elle se trouve à Valrose, ici. Et moi, là où je vivais, c'était à côté du lycée Estiendorf, c'était ici. Donc, presque comme s'il y avait une communication entre ces deux endroits. Hein. En tout cas, il y a le vide de la ville de Nice entre les deux. Et en faisant cette carte, il y a quelques années, je me suis aperçu qu'entre-temps, ma mère, après la mort de mon père, a déménagé dans le centre-ville, vers le boulevard Gambetta, et qu'elle a déménagé à 50 mètres de là où Yves Klein était né, quoi. Donc, et ça, c'est quand même un signe qui était assez intéressant, et je vais vous parler de signes et de synchronicité qui sont très importantes dans cette chose. Alors, dans ce quartier, il y a aussi le club de judo où Yves Klein a commencé. Et j'étais dans le même club de judo qu'Yves Klein. Mais je suis tellement nul en sport que il n'y a pas de synchronicité à faire avec ça, quoi. Donc, voilà. En tout cas, lui, il a été 4e dan, pas moi. Tu vois. Mon frère était un peu meilleur qui est dans la salle, quoi. Voilà. Alors, en creusant Yves Klein, je me suis aussi aperçu que j'ai fait des recherches pour savoir où il était mort et où avait été célébrée la messe de sa mort. Et je croyais que c'était à Saint-Germain-des-Prés. En fait, j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans qu'il était, la cérémonie avait lieu dans l'église Notre-Dame des Champs à Paris, et que cette église, elle se trouve à 50 mètres de chez moi à Paris, parce que moi j'habite rue Saint-Martin, et qu'elle est à 50 mètres de chez moi. Et si vous faites encore, 100 mètres, si vous faites encore 100 mètres, où est-ce que vous arrivez? À Beaubourg, où il y a le seul Yves Klein à Paris, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Donc, voilà. Et c'est aussi là où Yves Klein s'est marié, parce qu'il est mort quelques mois après s'être marié, et sa femme était enceinte d'un Yves Klein Junior qui est toujours en vie aujourd'hui. Donc c'était doublement triste, la mort, voilà, d'Yves Klein. Et en tout cas, le mariage avait été célébré, et tous les jours, je passais devant cette église sans savoir que cette église avait été fondamentale pour Yves Klein, comme s'il y avait quelque chose qui me suivait dedans. Alors, je reviens à cette idée sur les forces en marche. Et la première question que je me pose dans ce travail, c'est de me dire quand est-ce que c'était la dernière fois qu'une espèce a dépassé les limites de la planète? En fait, ça n'arrivait qu'une fois dans l'histoire de la Terre. C'est arrivé il y a 2,3 milliards d'années. Donc vous voyez, c'est il y a très longtemps. C'est quand les bactéries qui avaient inventé la photosynthèse se sont démultipliées et ont relâché tellement d'oxygène dans l'atmosphère qu'elles ont oxydé l'atmosphère et qu'elles ont failli toutes mourir oxydées. Et là, vous avez eu 2 choix parmi les bactéries. Il y en a certaines qui se sont enfouies pour ne pas participer à cette mutation, et d'autres qui sont restées à l'extérieur et qui ont inventé la respiration, qui a été en fait le plus grand cycle d'innovation qu'il y a eu par la suite dans l'histoire du vivant. Et en voyant ça, je me suis dit, mais peut-être que finalement, ces limites planétaires qui nous stressent sont peut-être l'activateur d'une nouvelle phase dans l'évolution humaine. Donc ça ne me disait pas vers quoi, mais c'est du côté de l'évolution que je suis allé voir. Donc j'ai écrit plusieurs essais que je n'ai toujours pas publiés et que je publierai après les romans sur l'histoire de l'univers, l'histoire de la Terre et l'histoire de l'humanité. Et en reconstituant cette histoire-là, j'ai essayé de comprendre un peu la mécanique du narrateur qui a créé cette évolution sur la Terre pour comprendre de quoi il s'agissait. Et dans l'histoire de la vie sur Terre, il y a eu 2 grands sauts en complexité qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est quand les cellules se sont regroupées pour former des êtres multicellulaires, c'est-à-dire des individus plus complexes que la somme des parties. Et quand ces individus s'associent, ce n'est pas juste une équipe, ça devient une nouvelle entité. Alors vous me dites, c'est un peu ésotérique ce que je raconte là, mais en fait pas tellement, parce que vous tous dans la salle, vous êtes un individu multicellulaire qui est le fruit de la coopération de 30 000 milliards de cellules. Et ces 30 000 milliards de cellules ne savent pas que vous êtes là, et pourtant vous êtes là, et vous êtes en train d'écouter une conférence sur Yves Klein, Nice et Saint-Exupéry, mais vos petites cellules ne le savent pas. Vous avez vos propres projets qui ne sont pas ceux de vos cellules. Et ça, c'est incompréhensible. On ne sait pas comment, en associant des agents autonomes, on arrive à créer quelque chose, une intelligence d'un ordre supérieur qui émane des parties. Et ce tout est plus que la somme des parties. Et ça, c'est arrivé une 2e fois dans l'histoire du vivant, quand tous les êtres vivants, par leurs relations, ont formé quelque chose de gigantesque, qui est la biosphère. Et selon l'hypothèse Gaïa qui a été formulée dans les années 70, la biosphère serait une gigantesque créature qui prendrait soin des parties. Elle maintiendrait
la Terre dans des conditions de température qui sont bonnes, elle maintiendrait le niveau de salinité des océans, elle maintiendrait aussi la distribution de l'eau, la distribution de tous les nutriments qui sont nécessaires à la vie. Et en fait, là, tous, on a l'impression de vivre sur la Terre. En fait, on vit à l'intérieur d'une créature. Et je me disais, ça pourrait être le plus grand changement dans notre perception de la réalité, de comprendre qu'en fait, on vit à l'intérieur d'une créature. Et vous vivez à l'intérieur de cette créature, puisque à chaque fois que vous inspirez, en fait, l'oxygène que vous inspirez, il ne vient pas de la Terre, il vient de tous les êtres vivants. Et l'oxygène que vous expirez, il va être, le CO2 que vous expirez, il va partir après dans les arbres, etc., être capté. Et donc, vous êtes en conversation constante avec cette biosphère, de la même manière que vos cellules sont en conversation constante avec le corps par le sang, sans le savoir. Et en regardant ces sauts en évolution, je me suis dit peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité, où aujourd'hui, on a l'illusion de vivre à 8 milliards d'humains séparés, et peut-être que ces limites planétaires sont l'activateur d'un nouveau saut en complexité, où l'humanité formerait un et deviendrait une sorte de méta-organisme. Alors ce méta-organisme, c'est quoi? C'est 8 milliards d'individus. Si vous les pesez, ces 8 milliards d'individus, ça fait une créature gigantesque de 287 millions de tonnes. Et c'est cette créature qui pose problème à la Terre. Et en essayant de visualiser ça au départ, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire 287 millions de tonnes? Je n'arrivais pas à mettre un poids dessus. Et je me suis dit, si je mettais tous les humains dans un mixeur et que je faisais une grosse boulette de viande, quelle serait la taille de la boulette de viande? Alors, est-ce que vous avez une idée? Si c'est une sphère, quel est son diamètre? Est-ce que c'est... Ça, c'est une question pour un mathématicien, quoi. Donc, une racine cubique de 287 millions de tonnes. Alors, en fait, cette sphère, elle serait extrêmement petite. Les humains, ils rentreraient dans Central Park. C'est une sphère de 1 km de diamètre. Donc, ce qui cause des problèmes sur la Terre, c'est minuscule, parce que l'humanité, on ne la verrait même pas depuis l'espace, cette boulette de viande, quoi. Et quand j'ai fait ces calculs, je les ai refaits. Alors l'image, elle ne vient pas de moi, parce que sur Internet, il y a toujours des gens qui ont pensé à faire les images de ce à quoi vous avez pensé. Donc je l'ai trouvé sur Internet. Mais voilà, c'est ça l'humanité qu'on devient. Alors quand vous voyez ça, vous comprenez les climato-sceptiques, parce que vous dites que ce n'est pas possible que cette boulette ait pu perturber le fonctionnement de la Terre. Le problème, c'est que par rapport à tous les autres animaux, on a une manie, les humains, qui a commencé il y a 3 millions d'années, qui est de fabriquer des objets. Et ces objets, ils n'ont pas été conçus pour vivre dans un monde fini, mais pour un monde infini. Ils sont non biodégradables. Et la revue Nature, en 2021, a fait un calcul. Et ils ont vu que si on prenait dans une balance, l'humanité qui pèse rien, mais tous les déchets non biodégradables qu'on avait, le ciment, les métaux, les plastiques, etc., et qu'on mettait ça dans une balance, en fait, ça aurait le même poids que la biosphère. Pas le poids de la Terre, mais de la biosphère, c'est-à-dire de la vie. C'est-à-dire toutes les formes de vie ensemble, ça a le même poids que tous nos déchets. Et là, on voit bien que le métabolisme de cette créature, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui soutiennent notre économie, n'est pas stable parce qu'il produit des choses qui ne sont pas un produit pour le reste de la vie et qui sont en train de boucher les artères de la Terre. Et c'est ça l'enjeu des limites planétaires. Et je trouve que ce graphe est quand même quelque chose d'assez marquant pour nous montrer un peu l'urgence à réagir. Et en voyant ça, je me disais, cette créature qui est aujourd'hui vorace, toxique, elle doit avoir un rêve, et quelle forme elle pourrait prendre, quelle forme apaisée ce collectif pourrait prendre. Et en fait, j'ai trouvé cette forme à l'endroit où je ne m'imaginais pas du tout, sur la couverture du Petit Prince. Et quand vous regardez la couverture du Petit Prince, moi, depuis que je suis tout petit, je me dis, pourquoi le bonhomme il est aussi gros sur cette petite planète? Parce que vous ne pouvez pas avoir sur une planète un bonhomme qui est aussi gros. Et par exemple, en maths, on peut faire un calcul avec la gravité. Vous ne pouvez pas avoir des arbres de plus de 134 mètres. Donc on ne peut certainement pas avoir un petit prince qui ferait des kilomètres comme ça de hauteur. Puis en regardant ça, je me suis dit, mais s'il faut, le Petit Prince, ce n'est pas un individu, c'est un collectif planétaire, une espèce de créature multicellulaire, comme je vous expliquais, qui, elle, aurait réussi sa transition écologique. Et quand vous lisez le début du Petit Prince, quand il est encore sur sa planète, effectivement, il vous donne des conseils pour faire attention aux baobabs, pour entretenir sa petite planète et pour entretenir les volcans, faire attention à un certain nombre de choses, des conseils écologiques qui ne sont pas des conseils de l'individu, mais qui sont des conseils du collectif. Donc je me dis, peut-être le Petit Prince est un être multicellulaire qui est venu sur Terre pour nous amener cette information. À ce niveau-là de mes réflexions, je vous avoue qu'effectivement, c'est une hypothèse qui est un peu audacieuse. Mais pourtant, quand vous continuez à lire Le Petit Prince,
qu'est-ce qu'il fait le Petit Prince avant d'arriver sur Terre? Il passe par 6 planètes. La planète du roi, la planète du vaniteux, la planète du buveur, la planète du businessman, la planète de l'amireur de réverbère et la planète du géographe. Et en fait, sur toutes ces planètes, qu'est-ce que vous avez? Un unique humain sur une petite planète. Il n'a pas mis plein d'humains, il n'y en a toujours qu'un. Et je me dis, et depuis que je suis tout petit, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces archétypes et pas d'autres. Et en fait, ces archétypes, ce sont des archétypes des maladies qu'a l'humanité. Pas de l'individu, mais qu'a l'humanité. On est addict, comme le buveur, c'est-à-dire on n'arrive pas à se passer de toute une série de choses. On est vaniteux, on est comme le roi, c'est-à-dire qu'on déclare que les choses nous appartiennent plutôt que d'avoir un sentiment d'appartenance aux choses. On est comme le businessman, on regarde tout à travers les chiffres, mais plus avec aucune poésie. On est comme l'allumeur de réverbère, c'est-à-dire qu'on n'a pas de projet formulé et nos journées se répètent sans avoir formulé un projet. Et puis on est comme le géographe, on regarde plutôt le monde à travers nos livres qu'à travers la réalité. Et aujourd'hui, ce livre, ça serait plutôt nos tablettes en fait que la réalité. Et je me dis, en fait, quand le Petit Prince arrive sur Terre, si on devait, nous, un jour, discuter avec la conscience de l'humanité ou la conscience d'un collectif qui arriverait, ça ne serait pas quelque chose à notre taille, et ça serait un peu comme si nos cellules discutaient avec nous, et on voit bien que ça serait quelque chose d'un peu bizarre. Et quand le Petit Prince arrive dans le désert, il apparaît dans le désert comme dans un rêve, et il repart à la fin comme dans un rêve. Et je me dis, c'est peut-être ça, c'est un dialogue où une conscience planétaire vient donner à cet aviateur des clés. Et si vous lisez Le Petit Prince avec ce regard-là, en fait, toutes les clés du Petit Prince sont des règles, en fait, pour se réagencer entre humains et avec la nature de façon à vivre avec les limites planétaires. Je me dis, tiens, ça c'est original comme chose, mais j'avais toujours quelque chose qui me manquait pour trouver ce Petit Prince que je trouvais un peu dominant sur cette planète. Donc je me disais, quelle serait la forme aboutie, quelle serait la bonne métaphore? Et en discutant avec des gens qui me disaient que l'humanité est un cancer de la biosphère, j'étais pas loin de penser comme eux, et je me disais, si c'est pas un cancer, qu'est-ce que c'est? Et en faisant ces recherches, je suis tombé dans un article en 2022 dans une revue de biologie cellulaire où pour la première fois, ils avaient vu chez un coléoptère, mais la première fois chez un être vivant, un nouvel organe en formation. On n'a jamais vu un humain à l'époque où on n'avait pas de rate, où on n'avait pas de rein, où on n'avait pas de poumons. On ne connaît que des humains qui ont ces 60 ou 70 organes que l'on a, et on ne sait pas comment les organes se sont créés. Et c'est un mystère, la création des organes, parce qu'un organisme, c'est un tout, et on ne voit pas comment on pourrait en greffer un de manière spontanée. Et en fait, en regardant au microscope électronique ce coléoptère, ils ont vu que c'est quoi un organe en formation? C'est des cellules qui se multiplient et qui vont aboutir vers une forme apaisée, rejoindre le cortège des autres organes et amener une fonction nouvelle. Et à ce moment-là, dans cette phase de multiplication, à quoi ça ressemble? À un cancer. Et donc l'humanité, je me dis, s'il faut, l'humanité n'est pas un cancer, mais un organe en devenir. Et ça, si vous représentez l'humanité comme un Petit Prince et qui devient un organe de la biosphère, ça change complètement votre rapport au monde. Je vous parlais déjà, on appartient à Gaïa, à cette terre, mais qui est une créature dont on doit prendre soin, mais pas juste pour des questions éthiques ou comptables, pour des questions physiologiques et de santé. Nous, on serait un organe, une cellule dans un organe qui est l'humanité, qui elle-même serait un organe de la biosphère. Alors, un organe, il se définit par des fonctions. Et par exemple, si vous prenez le foie, il synthétise des vitamines, il fait des opérations de filtration, il y a une quinzaine de fonctions dans le foie. Ça m'amène la question de à quoi sert l'humanité? Et c'est une question, je me rends compte que personne n'a répondu à cette question. C'est-à-dire, alors, il y a plein de gens qui vous répondent à rien. Tu vois, donc ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, à quoi elle sert? À quoi elle sert vis-à-vis de la biosphère? Peu de choses. Donc j'interroge des astrophysiciens, des philosophes, etc. Il n'y a pas de littérature sur le rôle de l'humanité. Et je me dis, quels pourraient être les rôles de l'humanité vis-à-vis de la biosphère? Donc j'en ai trouvé 16, mais il y en a certainement beaucoup plus. Par exemple, la première chose qu'on pourrait faire, c'est prendre soin de la Terre. C'est-à-dire d'être non pas des exploitants de la Terre, mais des gardiens de la Terre, et prendre soin de notre petite planète. Et par exemple, on montre que dans les forêts où vous avez des peuples primitifs, les forêts sont souvent en meilleure santé que celles où il n'y en a pas. Et donc, ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. On pourrait prendre soin de la vie, parce que la vie, il y a des tas de choses très tristes dans la vie. On pourrait prendre, comme on prend soin de nos enfants, prendre soin d'un certain nombre de créatures qui ont eu des déboires.
on pourrait contempler, et ça c'est une des grandes forces de l'humanité, de pouvoir contempler cette création par le miracle de la conscience, créer de la musique, aimer, c'est quelque chose un art qu'on a poussé très loin, comme la haine d'ailleurs, quoi. On pourrait aussi explorer, parce qu'à travers notre curiosité, la Terre se connaît elle-même, et on peut même voir, si vous voulez, cette image de la Terre dont je vous parlais au début, comme un miracle, parce que le fait qu'on fait partie du vivant et que ces humains se soient organisés pour envoyer un satellite qui permette à la Terre de se regarder elle-même, c'est comme si vous découvririez un jour que des molécules, enfin des cellules de votre foie avaient monté une expérience pour vous filmer depuis l'extérieur, quoi. Et ça donne un tout autre regard sur la conquête spatiale. Et ça fait partie du regard sur soi ou du regard vers l'extérieur qu'on peut amener à la Terre. On peut aussi explorer des mondes psychédéliques. Et ces mondes psychédéliques, il y a des substances qui existent à l'état naturel dans le monde et qui offrent des questions, des réponses sur qu'est-ce que la réalité. Et la réalité, nous, elle n'est que ce que l'on perçoit par nos sens, mais au-delà des sens, il y aurait peut-être autre chose. Et ça, l'humanité pourrait partir à cette conquête-là. On a aussi des grandes facultés cognitives qu'aujourd'hui on utilise par exemple pour livrer des tablettes de chocolat en 15 minutes dans votre canapé, mais on pourrait les mettre avec des livreurs payés 3 fois moins que le SMIG, mais on pourrait les mettre à des grandes causes et s'associer avec par exemple les intelligences artificielles pour résoudre et aider par exemple à guérir la Terre. Dans les autres fonctions nobles que peut avoir l'humanité, il y a celle d'être allé explorer le système solaire, parce que cette planète qui a pris un peu conscience avec nous, elle doit se demander s'il y a des choses autour. Et vous pouvez voir le fait qu'on soit allé visiter Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, comme des parties de la Terre qui sont allées explorer un peu ce qu'il y avait autour. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de vie sur les autres astres du système solaire. Il y a 1 an, il y a eu quelque chose de majeur qui a été accompli par une mission de la NASA. Pour la première fois, on a été capable de détourner un astéroïde. Et ce truc-là, ça a été traité de manière assez anodine ou de façon un peu démiurgique par l'humanité. Mais si vous prenez un pas de recul, imaginons que dans 3-4 ans, on découvre qu'il y a un énorme astéroïde comme celui qui a tué tous les dinosaures qui allaient vers la Terre. Si l'humanité arrivait à s'unir pour arriver à dévier cet astéroïde et éviter à toute la vie d'être éradiquée, je peux vous dire que tous les zèbres, tous les autres créatures, ils seraient vraiment très redevables à l'humanité. Et c'est peut-être une de nos fonctions de protéger Gaïa de ces aléas cosmiques qui arrivent de manière assez régulière. On aide aussi la Terre par la science à comprendre ce qu'il y a. Et à chaque fois qu'on pose des antennes de radioastronomie, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, on accroît en fait les sens de la Terre. Et par exemple, quand on est passé de Hubble au James Webb Telescope, c'est comme si vous aviez changé le niveau de vision ou de lunettes, et on peut voir plus loin. Et je pense qu'il y a un questionnement derrière ça plus profond, qui est de savoir s'il y a de la vie ailleurs, et cette biosphère essaye de rechercher ses sœurs. Et donc, voilà, et là je vous en ai mis 16, mais il y en a bien d'autres, et il faudra organiser un grand débat planétaire sur quelles sont les missions de l'humanité, et des missions qui soient partagées par tous, parce qu'une fois que ces missions sont édictées, on sait pourquoi on est là, et automatiquement, ça va réguler en fait l'économie, puisque l'économie, c'est le métabolisme de cette créature, et une créature qui ne sait pas pourquoi elle est là, elle fait n'importe quoi, et à partir du moment où elle sait qu'elle est là, elle rentre dans une phase de responsabilité. La semaine dernière, on a été à une conférence avec Olivier Daguet du paléoanthropologue Pascal Pic, et qui nous parlait de la phase d'humanisation de la Terre, qui était imaginée par Teilhard de Chardin. Et en fait, cette phase d'humanisation, ce n'est pas le fait d'avoir mis des humains partout, c'est après d'en être responsable. Et c'est aussi le message du Petit Prince. Et donc, toute cette question de définir les rôles de l'humanité, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui vient au préalable avant de faire cette transformation écologique. Et donc, cette créature apaisée, cette forme apaisée d'Homo sapiens collective, moi je l'ai appelée Homo biosphéris, et si vous intégrez en fait Homo biosphéris avec tous les concepts que vous avez de l'écologie, là vous trouvez cette chose qui unit les choses. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir cette double appartenance à l'humanité et à la biosphère, et d'avoir un projet commun et des missions communes, en fait, toutes les innovations, par exemple comme l'économie circulaire, que vous avez toujours à justifier, est-ce que ça coûte plus cher ou pas que l'économie pas circulaire, en fait, Homo biosphéris, son métabolisme peut être que circulaire. Et toutes les choses que vous battez deviennent des évidences. Donc on tombe en fait dans cette histoire des forces en marche, c'est-à-dire qu'en vous,
raccrochant dans les forces de l'évolution en disant c'est ça le futur de l'humanité, ben en fait, au lieu d'être à contre-courant avec l'écologie, vous vous retrouvez dans le flot de l'évolution et à accompagner un mouvement et de faire une transition qui est facile. Une fois que je pense à ça, je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc, je parle avec ça avec un certain nombre voilà, de philosophes, d'astrophysiciens, etc., et qui me disent, oui, ça va dans le sens de l'évolution. Et par exemple, Ilya Prigogine parlait de l'émergence de ces niveaux de complexité intermédiaires, et l'humanité pourrait être un niveau de complexité intermédiaire entre voilà, les individus et la biosphère. Donc, il valide en fait cette hypothèse, mais moi, de mon côté, je reformule la révolution bleue que Yves Klein a imaginée en disant la révolution bleue, ce n'est pas la transformation écologique réussie du monde. En fait, c'est la métamorphose d'Homo sapiens de 8 milliards d'humains séparés vers une humanité unie, apaisée et responsable, incarnée par le Petit Prince. C'est ça la révolution bleue. Et révolution, je comprends que ça veut dire rêve d'évolution. Et donc, la révolution bleue, c'est ce rêve d'évolution. Alors, en ayant ces figures-là, à l'époque, je n'avais pas rencontré Hélène, ni les archives Yves Klein, ni Olivier, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux vis-à-vis de ce que Yves Klein ou le Petit Prince signifiaient? Et donc, je recommence mes recherches pour voir s'il n'y a pas des choses que j'aurais ratées dans leurs œuvres. Et je tombe sur ce texte qui date d'1 mois avant la mort de Saint-Exupéry. C'est un texte qui s'appelle « Lettre à un Américain » qu'il a écrit le 29 mai 1944. Et dans ce texte, en fait, il se rappelle d'un événement qui a eu lieu 1 an plus tôt, quand il était dans le bateau qui l'amenait des États-Unis vers l'Afrique du Nord. Et il a rencontré un pilote de 20 ans qui pleurait, un pilote américain. Donc il va le voir, il lui demande pourquoi tu pleures. Et le pilote, il lui dit je pleure parce que moi j'ai décidé de m'engager pour vos valeurs, pour votre liberté. Mais si on vous aide à gagner la guerre, est-ce que vous, Européens, vous allez ensuite venir nous aider sur le front pacifique? Et quand il entend ça, il écrit cette phrase absolument incroyable. Il dit, donc c'est une lettre qui est adressée aux Américains. « Voyez-vous, amis d'Amérique, il me semble que quelque chose de neuf est en formation sur notre planète. Les progrès matériels des temps modernes ont certes relié les hommes par une sorte de véritable système nerveux. Les liaisons sont innombrables, les communications sont instantanées. Nous sommes matériellement unis comme les cellules d'un même corps. Mais ce corps n'a point encore d'âme. Cet organisme n'a pas pris encore conscience de soi. La main ne se sait pas solidaire de l'œil. Et cependant, c'est cette conscience d'une unité future qui tourmentait confusément ce jeune pilote de 20 ans et qui se préparait à travers lui. Vos jeunes gens meurent dans une guerre qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, est pour eux, malgré toutes ces horreurs, une confuse expérience d'amour. » Donc, 1 mois avant sa mort, Saint-Exupéry parle exactement de ce dont je vous parlais, de l'émergence d'une humanité unie. Et la guerre ferait partie de ces forces de construction en fait, de cette humanité unie, ce qui paraît assez paradoxal. Et l'énergie en fait, pour unir, c'est l'amour. Et effectivement, quand vous regardez en fait, comment des êtres monocellulaires deviennent multicellulaires, vous devez arrêter de penser à subvenir vous-même par vos besoins, c'est le collectif qui va y revenir, et vous devez avoir confiance dans ce collectif, et c'est ce collectif qui va répondre à vos besoins. Si vous arrêtez de respirer ou si vous vous suicidez, toutes vos cellules meurent. Elles font confiance en vous, elles font confiance au tout. Et donc nous, il faut qu'on développe une confiance aveugle dans l'humanité, et cette confiance aveugle, ce don aveugle, qu'est-ce que c'est ? C'est ce don universel, c'est l'agapé, c'est l'amour universel. Et donc cette énergie d'amour est au cœur de ça. Donc je me dis, la révolution bleue, c'est comment faire de l'amour une stratégie pour arriver à unir l'humanité. Et je commence à avoir dans ma tête, à me dire, ça pourrait faire un bon sujet de roman. Donc là, j'avais, je dirais, une validation de la pensée de Saint-Exupéry de cette vision, mais il manquait encore quelque chose d'Yves Klein. Donc je suis allé faire des recherches sur l'origine de la Révolution bleue, et l'origine de la Révolution bleue, c'est pas Khrouchtchev ou Eisenhower et d'envoyer des bombes atomiques teintées de bleu, ça remonte en fait au 28 avril 1957, pour les 29 ans d'Yves Klein. Il était à la Coupole à Paris. Donc c'est une grande brasserie très connue de Montparnasse. Et là, il se réunit avec des amis pour ses 29 ans et ils font un tract qui s'appelle « La Révolution bleue des enthousiastes ». Donc j'ai retrouvé la trace. Et il dit « Aux hommes et aux femmes de bonne volonté, jeunes de caractère et si possible aussi jeunes d'âge, j'aime bien ça, un groupe de jeunes Français propose au monde une nouvelle organisation de la société. Serons-nous assez nombreux pour obtenir de l'ONU l'attribution d'une terre d'un petit pays fertile pour tenter l'expérience.
tout dépend du nombre de pionniers prêts à lâcher toutes leurs attaches pour se joindre à nous et de leur enthousiasme. Déclarez-vous dans vos lettres volontaires pionniers, ce qui signifie que vous êtes prêts à accourir et à passer à l'action avec nous dès que nous en aurons les moyens. Et je trouve même des documents où il parlait du programme économique de la Révolution bleue. Et comme je vous disais, la Révolution bleue, c'est la transformation du métabolisme, et l'économie, c'est le métabolisme de l'humanité. Et là, vous avez une photo de Rotrot et d'Yves Klein à la Rotonde, pris par le même photographe, le même couple de photographes dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc je me dis, Yves Klein avait l'intention de faire un mouvement de changement du monde, et il y a un certain nombre de documents qui sont là-dessus, et je me dis, ok, maintenant je me sens dans l'idée de prolonger cette œuvre de Saint-Ex et de Saint-Exupéry, donc je vais raconter cette histoire, non pas dans un essai, mais dans un roman. Alors, pour la petite histoire, c'est marrant, parce que si vous regardez où se trouve la coupole, on va faire des cartes avec des petits points. Alors, là, vous avez le boulevard du Montparnasse, où se trouve la coupole, elle est à la tête d'un triangle. Donc là, ici, vous avez la rue de l'Ambre, et ici, vous avez le boulevard Raspail. Et si vous prolongez le boulevard Raspail de 100 mètres, c'est toujours 100 mètres, hein, cette histoire, vous tombez quoi? Square Campagne Première, là où vivait Yves Klein, là où il est mort d'une crise cardiaque. Et si, à l'autre bout du triangle, qu'est-ce qu'on trouve? La Fondation Saint-Exupéry. Ils sont exactement ici, leur bureau, quoi. Et si vous prolongez cette ligne, qu'est-ce que vous arrivez de l'autre côté de la tour Montparnasse? Les archives Yves Klein. Tu la connaissais pas, celle-là. Donc, je me dis, bon, il y a des signes, il faut continuer à tisser ces liens. Et puis, ça, c'est quelque chose d'assez incroyable que Luc Vandrel nous a montré. C'est un rocher qui se trouve sur l'île du Rioux. Et sur ce rocher, sur l'île de Rioux, il y a un rocher qui a exactement le même profil que Saint-Ex. Et si vous savez où regarde ce rocher, il regarde dans la direction de l'épave. Et ça, c'est quand même complètement dingue. Donc je me suis dit, bon, là, il y a trop de magie, on va écrire un roman avec tout ça. Donc le livre, c'est de raconter cette révolution bleue, c'est-à-dire comment l'humanité peut passer de ce qu'elle connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'une société complètement dissolue avec des crises géopolitiques, des réseaux sociaux qui nous séparent, etc., vers cette humanité unie. Et donc, il y a évidemment des opposants à la Révolution bleue. Donc, une partie des États-Unis et du capitalisme sont contre cette Révolution bleue parce que ça lui rappelle le communisme. Mais le communisme n'est qu'une expérience de collectif. Vous êtes un collectif qui marche. Hein, je vous rappelle, ce n'est pas parce que le communisme a échoué que toutes les autres formes de collectivisme peuvent échouer. La Chine, dans le roman, voit d'un très mauvais œil la Révolution bleue qui aborde la transition écologique d'une manière complètement différente que ce qu'ils veulent nous vendre avec toutes leurs batteries, leurs panneaux solaires et leurs voitures. Donc ça, c'est les deux principaux opposants à la Révolution bleue. Et en face, il y a des forces sombres du monde et puis cette grotte dont le secret va être dévoilé dans le roman. Et le but, en fait, dans le roman, c'est d'inverser la réalité et le rêve de Paul Garner, et de faire qu'on arrive dans cette nouvelle réalité qui soit cette réalité d'Homo Biosphéris. Alors, la métaphore que j'utilise dans le bouquin, c'est la métaphore de la métamorphose. Et si vous regardez en fait une chenille, elle se transforme en papillon, mais elle ne meurt jamais. En fait, aujourd'hui, on est dans un stade de chrysalide. Et dans une chrysalide, quand vous regardez ce qui se passe dans une chrysalide, vous avez des tas de cellules qui ont exprimé la part de l'ADN qui est l'ADN de la chenille et qui, petit à petit, un peu comme des pop-corns, se mettent à manifester l'ADN du papillon. Et ça se passe comme les pop-corns. Au bout d'un moment, tous les pop-corns ont éclos. Et donc, nous, on est comme des petits pop-corns, et ces petits pop-corns, ils sont bleus. Et la révolution bleue d'Yves Klein, en fait, c'est plus de disséminer des bombes atomiques pour disséminer ça, mais c'est de faire que les cœurs des humains switchent vers le bleu, un à un, et d'arriver à avoir 8 milliards d'humains. C'est ça la métaphore de la révolution bleue. Alors, quand je commence à écrire le livre, je me dis, je pars d'une créature qui est très masculine, toxique, etc., qu'on doit amener vers le Petit Prince, et je repense au film Léon, dans lequel vous avez ce personnage de Jean Reno, qui est un tueur à gages, qui rencontre une petite fille qui est Nathalie Portman, et à son contact, il va devenir plus doux, il va même jusqu'à la fin à se sacrifier pour elle, et je trouvais cette transformation intéressante, donc je me dis, celle qui va activer la transition de cette créature par son grand cœur, ça sera une petite fille, et dans un rêve, je rêve de la petite princesse. Donc, je fais ce dessin, c'est mon nom de code dans mon bouquin. Et donc, le premier tome de cette révolution bleue s'appelle La petite princesse. Et quand je finis d'écrire cette petite princesse,
je découvre que la correspondance entre Saint-Exupéry et Consuelo vient de sortir. Et moi, j'avais déjà lu certaines de ces lettres, et j'avoue que ce n'est pas les lettres que j'ai préférées de Saint-Ex, parce que c'est des lettres où le couple s'engueule, où ils se disent des tas de choses, etc. Et je n'avais pas vraiment envie d'avoir cette correspondance. Et plusieurs fois dans la journée où c'est sorti, j'ai vu des messages passer sur Internet. Alors, les algorithmes connaissent mes goûts pour Saint-Exupéry, forcément, de dire il faut absolument que tu achètes ce livre, quoi. Et dans la soirée, je cède, je vais chercher le bouquin, et au moment où j'ouvre le bouquin, je l'ouvre par hasard, et là, je tombe sur des lettres que je ne connaissais pas. C'était des lettres inédites, et dans laquelle Saint-Ex, dans la première lettre, il demande à Consuelo comment se passe la sortie du Petit Prince aux États-Unis. Elle lui donne des nouvelles. Dans un retour de lettre, ça a dû lui mettre 1 mois à faire l'aller-retour, parce que lui, il était parti sur le front. Et il sent qu'elle est tendue sur le fait qu'il ait dédié le Petit Prince à Léon Woerth, alors qu'elle, elle s'attendait à ce qu'il soit dédié à elle, parce qu'elle pensait être la rose, mais il avait plusieurs roses dans sa vie. Donc, dans un retour de lettre, il lui dit « Écoute, je t'écrirai une suite du Petit Prince et je te la dédierai. » Et là, je découvre une lettre dans cette correspondance dans laquelle Consuelo dit « Tu écriras cette suite et tu l'appelleras la petite princesse. » Et là, je me dis « C'est pas possible. Heureusement que je n'ai pas su ça au départ, sinon j'aurais jamais osé. » Et je passe 2 jours à réfléchir à ça et je me dis « En fait, s'il faut, le brouillon de ce manuscrit existe déjà, parce que c'était 6 mois avant la mort de Saint-Exupéry, donc je fais des recherches, je ne trouve pas. Je me dis, peut-être que l'idée, en tout cas, il y a réfléchi, donc elle est dans cette espèce de cloud des idées des artistes, et je change du coup le manuscrit de La Petite Princesse, et la petite fille, elle recherche ce manuscrit de La Petite Princesse qui existe déjà, enfin qui existerait, et dans lequel Saint-Ex aurait codé les clés d'activation d'Homo Biosphéris. Donc je réécris tout ça et je mets toute ma documentation sur le mystère de la disparition de Saint-Ex, etc. Et quand je finis d'écrire ce livre, je me dis, bon, il faudrait que je contacte la famille parce que pour des questions de respect, j'ai envie que cette œuvre, ben voilà, il soit au courant que le livre va sortir. Puis comme le livre commençait à être complexe, je me dis déjà je vais trouver un éditeur et puis après je contacterai la famille. Et tout le monde m'avait déjà parlé d'Olivier Daguet. Donc j'envoie à plusieurs éditeurs, dont Gallimard, en rêvant que l'éditeur du Petit Prince puisse publier La Petite Princesse. Et 2 semaines après avoir envoyé le manuscrit à Gallimard, je reçois un email d'Olivier Daguet. Et là, je me dis, zut, j'aurais dû lui écrire d'abord, je vais me faire gronder. Moi, je ne fais jamais ça, j'essaie toujours de faire les choses dans l'ordre. Donc je pense que je mets 2 heures à ouvrir le mail, puis à un moment, je dis, bon allez, j'ouvre le mail. Et ce n'était pas du tout ce à quoi je pensais. Olivier Daguet me disait, voilà, une amie m'a recommandé de lire vos Siècles bleus, puisqu'à l'époque, personne ne savait que j'écrivais ça. Et j'ai adoré, et j'ai vu que vous aviez de la famille dans le Sud, que vous habitez à Paris, mais si vous êtes dans le coin, veuillez déjeuner chez moi. Et là, je me dis, ça sent le piège, cette histoire, quoi. Donc, à l'époque, moi, j'étais revenu à Paris, donc je prends le train, je vais déjeuner dans le Var, et puis là, une discussion incroyable avec Olivier, avec son épouse, et pendant 3 heures, on refait le monde, on parle de Saint-Ex, on parle du Petit Prince, et puis il y avait déjà beaucoup de choses sur le Petit Prince dans Siècle bleu. Puis à la fin de la conversation, Olivier il me dit qu'est-ce que je pourrais faire pour aider Siècle bleu à être plus connu. Je me suis dit, là, c'est le moment de lui parler du projet, j'avais toujours rien dit. J'ai dit, en fait, il y a une suite qui arrive, et donc j'avais imprimé le manuscrit, et quand je le sors, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et quand il voit écrit La Petite Princesse, il me regarde, il me dit, mais tu es au courant pour la lettre? Je ne lui ai même pas demandé quelle lettre. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent cette lettre, et je dis, oui, je vois la lettre, et c'est d'ailleurs même la première phrase du roman. Donc je lui montre ça, et là il me dit, ok, maintenant je viens de comprendre pourquoi il fallait qu'on se rencontre. Et on est resté 5 minutes en se demandant qui avait organisé cette rencontre et si l'esprit de Saint-Ex était autour de nous, quoi. Donc, voilà. Alors là, il me dit, on voudrait être partenaire du bouquin, si tu veux. Je lui dis, bon, j'ai pris quelques libertés sur l'interprétation du Petit Prince. Et là, je lui parle de mon Homo Biosphéris, de l'humain multicellulaire, etc. Et il me dit, j'en ai entendu des interprétations du Petit Prince, mais alors celle-là, jamais, quoi, tu vois. Puis après, plus sérieusement, il me dit... en fait, ça fait des décennies qu'on cherche un grand projet humaniste et un grand projet écologique que pourrait servir le Petit Prince. Si tu veux, on peut mettre le Petit Prince au service de la Révolution bleue.
Et alors là, moi, c'était mon plus beau rêve qui se réalisait. Et je lui ai dit, bon, écoute, lis le livre, parce que quand même, peut-être ça ne te plaît pas. Donc, je lui passe le bouquin. 3 jours après, il le lit, il adore, et il me dit, quand est-ce qu'on le sort, quoi, tu vois. Et là, je lui dis, en fait, ça fait 3 jours que j'y réfléchis. Ça a débloqué tellement de choses en moi sur la légitimité de prendre la suite, un peu de Syntex, que, en fait, je vais tout réécrire, quoi. Donc, elle me dit, ah bon, mais il est bien le livre. Non, je peux faire beaucoup mieux, parce que tout le long, j'avais ce sentiment de l'imposteur, quoi. Donc, je le réécris une fois, et je le réécris même 2 fois pour que ce livre puisse être lu indépendamment de Siècle Bleu. Et c'est comme ça qu'est né... voilà, ça c'était notre première rencontre avec Olivier. Et c'est comme ça qu'est née La Petite Princesse, dont Olivier Daguet a écrit la préface. Et voilà, c'est la synthèse entre Yves Klein et Saint-Exupéry. Merci de votre attention.